La lumière, c'est le signal employé par le corps pour décider à quelle heure de la journée est-ce qu'il doit commencer à produire du cortisol, donc l'hormone qu'on dit du stress, mais en réalité c'est l'hormone de l'activité, ou de la mélatonine, qui est effectivement, comme tu disais, l'hormone du sommeil, mais en réalité c'est l'hormone du repos, de la réparation, et effectivement qui nous pousse à rester endormi la nuit, pas tellement à s'endormir. En tout cas, c'est deux hormones qu'on dit antagonistes, c'est-à-dire que le corps ne peut pas produire les deux en même temps, donc soit il va faire le cortisol, soit la mélatonine, jamais les deux. Et la façon dont il décide à quel moment de la journée il va commencer à produire l'un ou l'autre, c'est tout simplement par la quantité de lumière qui tombe sur nos yeux. Salut Geoff. Salut. Écoute, j'aime bien démarrer ces podcasts par une petite question habituelle qui est de savoir si tu as une petite routine matinale qui te permet de te sentir plein d'énergie pour exprimer ton plein potentiel au cours de la journée. Bah écoute, c'est marrant que tu poses cette question parce que avant, il y a 3-4 mois, j'en avais pas du tout. Mes journées en fait étaient très différentes d'une journée à l'autre en fonction des urgences qui se présentaient. J'ai bien fonctionné comme ça pendant quasiment 32 ans. Sauf que j'ai bien frôlé le burn-out en 2025. Donc là, j'ai dû un peu revoir comment je gère mon temps. Et ça fait 3-4 mois que maintenant, j'ai une morning routine assez spéciale. En fait, le matin, je commence toujours par un petit café, une demi-heure dans le salon tranquillement, au calme, en essayant d'éviter les réseaux le plus possible. Après, je pars directement au sport pendant une petite heure, 45 minutes, une heure. Et maintenant, c'est ça qui a démarré en fait cette pratique, c'est que je fais du MBSR quasiment tous les jours le matin. Donc c'est une pratique, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Pas du tout, raconte-moi. C'est du Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy, donc de la pleine conscience qui souhaite réduire le stress. Et en fait, c'est plein de méthodes qui ressemblent plus ou moins à la méditation, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle le scan corporel, où grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'isoler dans une pièce au calme et prendre du temps pour s'écouter, comprendre en fait où est-ce qu'il en est, où est-ce que le corps en est, ce qu'il ressent dans l'instant, et surtout se refocaliser. Parce que le problème, c'est que moi, jusque-là, comme je te disais, j'avais plein d'urgences. Donc en fait, j'avais différentes parties de mon corps qui étaient à différents endroits. Ma tête qui partait dans une direction, mes jambes qui avaient juste envie de courir. Et en fait, c'était beaucoup d'énergie perdue. Et depuis que je fais le MBSR, ça a complètement transformé ma vie. Maintenant, bon, ça ressemble maintenant à une pub pour MBSR, mais toujours est-il que maintenant, je fais ça tous les matins et ça me permet de me sentir beaucoup plus focus. Et juste après ma séance qui dure 30 minutes, grosso modo, je commence le travail. Et en même temps, tu vois, je trouve que c'est pas facile parce que le matin, t'es plein d'énergie, justement, t'as envie de réaliser, d'accomplir des choses. Enfin, moi, je suis hyper enthousiaste à l'idée des projets que j'ai envie de réaliser. Et donc, j'ai du mal à m'astreindre à, tu vois, de la méditation à ce moment-là. Ouais. Par contre, ce que je fais, c'est du NSDR, donc Je connais pas. Non-Sleep Deep Rest. Ok. C'est Andrew Huberman qui a popularisé ça. Et en fait, c'est une forme moderne du yoga nidra. Donc, Ok. c'est un peu ce que tu partages dans le sens où c'est une sorte de body scan. Ils appellent ça rotation de la conscience d'ailleurs. Ok. Et donc, en fait, tu penses à différentes parties de ton corps. Et l'avantage, c'est que ça t'évite de partir dans tes pensées, etc. Tu vois, tu te focalises sur tes doigts, sur ta main, machin, après sur ton avant-bras. Et comme ça, tu fais comme ça tout le corps. Et donc, t'es pas vraiment endormi, mais t'es pas vraiment réveillé non plus. Mhm. Et ça te fait. L'objectif, c'est que ça fasse une sorte de reset des voies dopaminergiques. Tu vois, enfin, il y a plein de gens qui vantent les intérêts de la sieste, par exemple. Ouais. Et moi, j'ai du mal à faire une sieste parce que si je me couche, même si je suis un peu fatigué, etc., je vais penser à plein de choses. Ok. J'ai du mal à arrêter le flux de mes pensées, tu vois. Et donc là, le fait de focaliser mon attention et ma conscience sur certaines parties de mon corps, eh bien, ça me permet de sortir de mes pensées, d'avoir quand même ce... Et parfois, je m'endors à moitié, tu vois. Et en plus, il y a une forme d'ancrage parce que quand tu le fais régulièrement, je le fais avec un fichier audio. Ok. Et comme c'est toujours le même fichier audio, il y a la même petite musique, etc., avant même, tu vois, dès que j'entends les premières notes de la musique, il y a cet ancrage qui commence à jouer et je me sens déjà beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu. Le Et je réflexe m'endors à moitié. pavlovien, ouais. Et ouais, c'est marrant. Mhm. Et tu vois, et parfois je te disais, je m'endors à moitié et en fait, je mets pas de réveil. Mais à la fin de l'audio, avant même qu'il s'arrête complètement, mais on arrive à la fin, Mhm. je réémerge naturellement. Tu vois, ça dure à peu près un quart d'heure, tu vois. Je réémerge naturellement comme si une partie de mon cerveau et de ma conscience restait quand même éveillé et conscient de ce qui se passe et détecter que c'était la fin et que c'est le moment de se réveiller, quoi. C'est assez marrant de le constater. Ah, carrément, honnêtement, les deux pratiques doivent avoir la même origine parce que, à peu de choses près, c'est exactement ça. Et j'ai exactement la même expérience que toi. C'est-à-dire que je suis dans cet état que
que j'avais parfois quand je faisais une sieste, justement, où tu es un peu dans un entre-deux, mais en fait, tu es vraiment hyper connecté à ce que tu ressens à ce moment-là. Tu n'es pas uniquement dans tes pensées, à ce que tu dois faire. Tu ressens aussi, typiquement, où est-ce qu'elles se situent, tes tensions. Donc moi, typiquement, j'ai le périnée qui a tendance à vraiment se serrer quand je suis en situation de stress. Ça va me couper la respiration parce que j'ai le diaphragme qui se relève. Et après, ça peut engendrer une cascade de choses qui, je pense, ont failli m'entraîner au burn-out en 2025. Alors que le scan me permet de l'identifier, de l'accepter, de travailler dessus, de le reposer. Et puis, comme tu disais, en fait, faire un reset du système dopaminergique, ça, je ressens aussi à fond. Parce que typiquement, dans ces moments-là, surtout au début de la pratique, tu ressentais vachement l'envie, l'impulsion de te lever, de faire quelque chose vite. Euh, il faut aller dans ta to-do et faire un maximum de tâches tout de suite. Là, maintenant, du coup, ça me permet de ressentir ce signal-là, de savoir pourquoi il est là, mais pas forcément de le laisser faire, tu vois. Et ça change carrément la vie. Et alors, tu parlais de signaux. Qu'est-ce qui t'a permis de détecter le fait que potentiellement tu étais un peu déséquilibré entre justement le système dopaminergique qui est fondé sur la capacité à réaliser des objectifs, à atteindre des choses, à faire, et puis l'autre système qui normalement est en équilibre, qui est le système plutôt here and now, donc du moment présent, qui est plus de se satisfaire de ce qu'on a déjà, qui est plus calme, plus apaisé, plus introspectif, alors que le système dopaminergique, il est plutôt extéroceptif. En fait, c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Ouais. Et donc, visiblement, et d'ailleurs, si tu es trop sur le dopaminergique, c'est là où tu es en risque potentiellement de te cramer. Qu'est-ce qui t'a permis de comprendre ce déséquilibre? Et est-ce que tu as mis en place d'autres choses pour... Ouais, alors là, c'est la conjonction de 1 million de facteurs différents, un gros travail thérapeutique sur mon histoire, comment j'en étais arrivé là, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 2 activités. Donc je crée du contenu d'un côté, et j'ai lancé une entreprise. Donc en fait, j'ai quelque part lancé 2 carrières en même temps, ce qui était un très gros pari. Alors ça a très bien fonctionné au début parce que justement, j'avais le système dopaminergique on fire, donc ça n'arrêtait pas et je partais dans toutes les directions. Et en fait, quand j'avais pas envie de bosser sur un projet, je bossais sur l'autre, mais je bossais plus du tout sur moi. Je prenais surtout pas du tout le temps de me reposer. Et donc, en fait, j'ai mon projet, donc l'Aki ici présent, la commercialisation pardon, a eu lieu au mois de janvier l'année dernière, donc il y a 1 an. Là, tu vois, tous les systèmes se sont coupés parce que j'ai poussé pour arriver jusqu'au maximum. Parce que je sais pas si on s'imagine, mais lancer un produit tech, c'est littéralement gravir l'Everest. Sortir un produit en fait qui est fonctionnel et qui bug pas totalement, alors tu sais qu'il va y avoir des bugs parce que c'est le début et que ça fait partie de la phase de développement du produit. Tu te retrouves en fait avec une quantité de stress, mais qui te motorise aussi. Sauf que quand la commercialisation a eu lieu, là pour le coup ça fait un crash direct. Malheureusement, j'ai eu aussi quelques événements familiaux au même moment qui m'ont obligé de faire un reset en fait. Et en parallèle de ça, en fait, je suis parti pendant 1 semaine dans le désert tunisien avec d'autres créateurs de contenu, où là, vraiment, l'objectif, c'était justement de faire un reset, d'apprendre à s'écouter, parce que là, tu es au milieu du désert. L'objectif, c'est que tu touches pas à ton téléphone pendant 1 semaine, tu ne regardes pas l'heure. Donc, en fait, les urgences n'existent plus. En plus de ça, on te bichonne, on fait à manger, etc. Et là, ça permet à ton corps de savoir à quoi ça ressemble aussi un mode de vie un petit peu différent et probablement un peu plus proche de ce vers quoi on devrait tendre. Et suite à ça, si tu veux, ça a été un peu évident pour moi qu'il fallait que je revoie ma façon d'interagir avec moi-même. Et ça a mené après à des mois et des mois de recherche, comme je peux le faire pour mon contenu, à essayer de comprendre en fait toutes les thérapies qui étaient disponibles. Et en fait, le hasard a très bien fait les choses parce que la thérapie du MBSR m'a été proposée dans le cadre d'un programme d'accompagnement que je suis pour entrepreneurs. Et ça m'a été proposé littéralement la semaine après que je m'étais renseigné dessus en ligne comme un bourrin à lire tous les articles que je pouvais trouver. Donc quand on me l'a proposé, j'ai dit bien sûr, évidemment que je le fais. C'était le moment. Et franchement, j'étais mûr à point et ça a vraiment tout changé, quoi. Et à part le MBSR, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place? Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est assez fou parce que moi qui ai toujours un peu détesté l'école parce que je ne tenais pas vraiment en place sur ma chaise, et suivre un emploi du temps très strict me semblait être la croix et la bannière. Et c'est assez fou, mais en fait, j'ai remis ça en place. C'est pas quelque chose d'extrêmement tu vois, définitif où les lignes peuvent pas bouger. J'ai fait un agenda assez flexible, mais malgré tout, je me suis maintenant prévu dans la journée des temps
de travail sur des sujets particuliers. Donc typiquement, je vais prendre 1 heure et demie le mardi matin sur la création de contenu. Et l'objectif, c'est que je ne déroge pas en fait pendant cette heure et demie. Même s'il y a d'autres urgences qui apparaissent entre-temps, je passe mon temps sur ce que j'avais prévu de faire. Et donc ça permet justement de se calmer un petit peu, de se recentrer et de ne pas avoir toutes les alertes à côté qui vont nous faire sortir du truc directement, quoi. Ah, mais clairement, moi je pense que j'ai un profil aussi complètement hyperactif et le fait d'avoir un cadre, justement, Mhm. les gens ils pensent que la discipline, l'agenda, etc., c'est une perte de liberté. Au contraire, moi j'ai l'impression que c'est à l'intérieur de ce cadre que j'arrive à trouver de la liberté parce que j'ai justement plus toute cette friction Ouais. de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant, est-ce que j'aurai le temps de faire ceci, est-ce que j'aurai le temps de faire cela. En plus, j'ai pu cadrer mes différentes tâches en fonction du fonctionnement de mon cerveau. Mm. Je sais par exemple que le matin, j'ai une pensée qui est beaucoup plus analytique, j'ai plus facile à me concentrer, donc je vais privilégier des tâches de type deep work, alors que l'après-midi, j'ai plutôt une pensée plus divergente, Ok. une concentration qui est plus diffuse, et donc je vais favoriser la gestion des mails, les calls, les meetings, parfois des travaux un peu plus créatifs ou de formation. Et donc mes journées, elles se ressemblent, donc c'est-à-dire que mes calls, tu vois, ça va toujours être sur les mêmes créneaux, etc. Ok. Ce qui fait que je me demande jamais, bah tiens, est-ce que ce matin j'ai un rendez-vous ou pas? Je sais que j'en ai pas, tu vois, et que j'ai une tâche de type deep work. De la même façon, tu parlais des urgences, je vais différencier ce qui était urgent de ce qui était important. Mhm. Et je pense que l'un des pièges quand on est entrepreneur, c'est de traiter que les urgences, Ouais. donc que des sollicitations extérieures. Et donc en fait, ta to-do list, elle arrête pas de se remplir, de se remplir, de se remplir de nouvelles tâches. Clairement. Et donc, tu n'as jamais le temps d'avancer sur ce qui est important sur le moyen long terme. Ouais. Et pour autant, c'est ça qui fonde vraiment le développement de ta boîte. Et donc, la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir fait 1000 choses, mais rien de réellement important. Donc, c'est frustrant, tu Exactement. n'as pas une grande satisfaction de ce que tu as fait. Tandis qu'en planifiant les choses, tu vois, moi, je planifie ma semaine, j'ai mes phases de deep work. Mes phases de deep work, elles sont consacrées aux choses importantes. Ouais. Et les urgences, elles arrivent après, et c'est l'après-midi, tu vois. Et le fait de limiter aussi les créneaux possibles pour les urgences, mais aussi pour les calls, etc., ça me donne aussi une prise sur les sollicitations extérieures. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à dire facilement oui à des demandes, des propositions de podcasts, d'interviews ou même à des calls, tu vois, sans objet vraiment défini. Et en fait, maintenant, comme j'ai pas assez de créneaux par rapport au nombre de demandes entrantes, ça m'oblige à sélectionner, tu vois. Et donc, quelqu'un qui veut faire un call avec moi, par exemple, je dis, bah, ok, mais quelle est la finalité, quel est l'objectif, tu vois. Et donc, parce que sinon, je me retrouvais parfois à avoir une semaine où je faisais Ouais, tu je sais pousses les pas, murs, hein. des dizaines de calls, mais Ouais. dont la plupart étaient inutiles, tu vois. Et donc, ça oblige aussi la personne d'ailleurs qui te sollicite à réfléchir, tu vois, à la raison pour laquelle elle veut te parler, et puis à structurer, tu vois, à rendre ce temps précieux Mhm. pour qu'il soit vraiment productif à la fois pour elle et pour toi, quoi. Donc, je pense que l'organisation, c'est vraiment. Et comme tu dis, c'est pas un manque de liberté dans le sens où tu peux très bien avoir des créneaux dans ta journée qui sont dédiés à la réflexion, qui sont dédiés à la créativité. Absolument. Tu trouves de la liberté dans le cadre. Mais Et toi, c'est une façon justement, d'organiser le chaos, en fait. qui a plusieurs fonctions, un petit peu comme moi, création de contenu d'un côté, mais aussi entrepreneur de l'autre, et en plus de tout un tas d'autres choses que tu peux faire au quotidien, comment ça c'est encore la question à laquelle j'ai pas tout à fait répondu, c'est comment tu fais le split de ces phases de deep work, pour éviter les anglicismes, comment tu partages tes différentes sessions où tu vas vraiment t'intéresser à des sujets dans ta semaine. Est-ce que tu te dis que c'est 2 sessions spécifiques pour Féroce? Est-ce que c'est une session pour... comment tu fonctionnes là-dessus? Je pense que je me fonde à chaque fois sur. Je mets mon focus sur les goulots d'étranglement. Ok. Donc, tu vois, Limitless, c'est un truc qui est secondaire, entre guillemets. Pour moi, c'est ma Mhm. masterclass, c'est mon terreau de réflexion, c'est des rencontres passionnantes, etc. Et donc, je sais que j'ai un rythme de production que j'ai passé à 2 épisodes par mois. Et je fais un batch de tournage où je consacre, voilà, par exemple, une semaine à faire 3 mois de contenu. Et puis après, le reste du temps, en fait, j'y travaille pas, j'y fais rien, tu vois. Ouais. Sauf une newsletter que j'écris, mais ça, c'est un travail introspectif qui me fait plaisir aussi, où je partage mes pensées, Ok. mes expériences, etc. Et voilà. Et après, sur Féroce, j'essaie toujours de me focaliser sur donc les goulots d'étranglement, c'est-à-dire qu'est-ce qui limite vraiment à date le développement de la boîte. Tu vois, il n'y a qu'une seule chose qui est importante à ce moment-là. Ouais. Et ça n'empêche qu'en attendant, j'ai plein d'idées parasites Ouais. de choses que je pourrais faire, etc. Et ça, je les note dans une espèce d'espace Notion que j'ai appelé semence. Ok. Et donc, en me disant, c'est plein de petites graines qui vont peut-être pousser plus tard. Et mon vendredi matin, je consacre justement mon vendredi matin à faire
des recherches, des explorations ou de la réflexion autour de ces semences. Ok. Ce qui me permet quand même d'avoir une vision moyen-long terme qui est nécessaire parce que c'est celle qui va me permettre d'embarquer mes équipes, mais aussi de poser les jalons, tu vois, des prochaines étapes. Donc je pense que tu dois toujours jouer avec cet élastique entre la nécessité de te projeter sur un temps long parce Ouais. que tu veux construire quelque chose sur le long terme, et puis le day-to-day. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire demain, tu vois. Donc la majorité de ma semaine, elle est quand même consacrée au goulot d'étranglement aujourd'hui, mais j'ai ce champ d'exploration qui me satisfait aussi intellectuellement, C'est tu la vois, question que j'allais te poser. du vendredi matin Ouais. où je commence à réfléchir aux semences. Et puis ces semences, au bout d'un moment, tu vois, je leur mets, une fois que j'ai réfléchi, je leur mets des facteurs de déclenchement, une espèce de petite roadmap. Et donc, petit à petit, elles s'intègrent dans ma roadmap. Et donc, je sais que à un moment donné, elles deviendront le sujet sur lequel je vais focaliser mon attention, tu vois. Ok. Très Donc sympa. voilà, c'est un peu la stratégie sur laquelle. Et tu vois, et c'est pareil, je pense que dans la gestion d'une boîte, tu as quatre grands facteurs qui sont déterminants. Le premier, c'est ses fondations, Mhm. c'est-à-dire l'économics, c'est-à-dire les chiffres, les gens, la team, et les process. Tu vois, ça, c'est vraiment ce qui font les fondations de la boîte. Tu dois connaître tes chiffres par cœur, savoir que tes taux de marge, ils sont OK, etc. Enfin, voilà. Une équipe qui est engagée, où chaque poste est bien géré avec une culture d'entreprise partagée, etc. Et puis des process pour diminuer la perte d'énergie, pour permettre la continuité, tu vois, et garantir la qualité. Et en même temps, il ne faut pas que les process ils t'enferment. Donc, il faut garder une certaine flexibilité dans l'exercice et dans l'évolution des process, voir ça comme un processus toujours en mouvement. Donc, ça, c'est les fondations. Et ensuite, tu as trois axes principaux qui font, à mon avis, n'importe quel business. Le premier, c'est l'acquisition. Et donc, voilà, l'acquisition, le produit et puis la rétention. C'est vraiment les trois axes et les trois tridents, tu vois, de la croissance d'une boîte. Et, et donc, il y en a, ils sont jamais tout à fait à l'équilibre. Tu en as toujours un qui est mieux adressé que les autres. Tu vois, par exemple, toi, tu as l'acquis, bah, tu es peut-être plus fort en acquisition parce que tu fais de la création de contenu, que tu as une chaîne qui est populaire, etc. Tu as peut-être bossé à fond le produit, le packaging il est magnifique, le produit marche bien, Merci. etc. Mais peut-être que tu as un problème sur la rétention, par exemple. Tu Mhm. trouves que tu me disais tout à l'heure que ton œuf, il coûtait cher à produire, Ouais. et que là où tu commençais à gagner de l'argent, c'était sur les ampoules que tu vendais en plus. Ouais. Et ben probablement que tu vends lors de la première commande trois ampoules, Ouais. mais que tu pourrais réussir à faire en sorte que 6 mois après, les gens ils achètent 3 ampoules de plus, tu vois. Absolument. Et donc là, tu détectes ça, bah, tu dis, bah, ok, là, mon goulot d'étranglement, il est sur la rétention, mon problème, il est là. Donc c'est là-dessus que je vais focaliser mon énergie. Puis une fois que tu as amélioré ça, puis que tu arrives à passer d'une commande à deux commandes, par exemple, en moyenne par client, tu dis, bah tiens, maintenant, c'est plutôt des clients en entrée qui manquent. Ou alors j'ai plein de retours clients qui me font dire que le produit il devrait évoluer. Ou j'ai une opportunité retail de le vendre chez Nature et Découverte, par exemple, mais ça nécessite Ouais, peut-être ça. un repackaging, tu vois. Ouais. Et voilà. Et donc à chaque fois, tu vois, j'essaie de faire en sorte de jouer sur ces trois facteurs Trop intéressant. pour qu'ils soient à l'équilibre, tu vois. Très intéressant. Et ta satisfaction est la même, peu importe la tâche sur laquelle tu dois bosser? Bah, je pense que ce qui est génial quand tu es entrepreneur, c'est que la diversité des sujets que tu dois adresser est telle que, tu vois, moi je crois beaucoup au concept d'intelligence multiple. Mhm. Je pense qu'on a tous plein d'intelligences, tu vois, telle l'intelligence analytique, corporelle, artistique, introspective, sociale, etc. On a tous toutes ces intelligences, Mm. mais elles sont plus ou moins développées. Et donc, c'est un peu comme des petits tigres et puis des gros tigres, tu vois. Le petit tigre, tu lui donnes un steak à manger, il va être content. Le gros tigre, il a besoin de manger un bœuf, sinon il va crever de faim, quoi. Et ils ont tous besoin de manger, tes tigres. Donc, Mm. toutes ces intelligences ont besoin de manger. Moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir plusieurs intelligences qui sont assez développées. Donc, ça ne veut pas dire que je suis super intelligent, ça veut juste dire que Oui, oui, tu t'es il entraîné. y a des gens chez qui le curseur il est très poussé d'un côté. Moi, Oui. c'est plutôt réparti un peu dans plein de petits curseurs. Mhm. Et je remarque que je me sens bien et épanoui si je les nourris correctement toutes. Ok. Et ce qui est génial, c'est que bah déjà, j'ai un métier qui me passionne. Et Ça se d'ailleurs, voit. et d'ailleurs, c'est un peu le risque aussi, tu vois, parce que je vois que quand ma femme et mes filles elles sont pas là, je fais que ça. Je fais Mhm. que travailler, nourrir ma curiosité et faire du sport. Ok. Et je pourrais me cramer, tu vois. Et d'un autre côté, tu vois, tu me parles, je dis je pourrais me cramer, et tu parles de burn-out, mais je pense aussi que parfois le burn-out, il est plus lié à une espèce de tension intellectuelle entre ce que tu fais au quotidien et ce que tu voudrais être, plutôt que vraiment sur la charge de travail. Et ça, Absolument. je l'ai constaté parce que j'avais une startup avant. euh,
En réalité, je travaillais moins quelque part que ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Et pour autant, je me sentais beaucoup plus proche du burn-out parce que j'avais pas l'impression d'être à ma place, tu vois, et je trouvais plus de sens dans ce que je faisais. Ouais. Tandis que là, avec Féroce, c'est tellement aligné avec moi que en fait, j'ai jamais l'impression de travailler, quoi. Ouais, bah, je te rejoins carrément. Pour moi, le burn-out, en l'occurrence, c'est plutôt un symptôme qui te permet, enfin un signal qui te permet d'identifier s'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, dans mon cas, bah, c'était clairement un désalignement entre ce que je faisais, pourquoi je le faisais. En fait, il y avait aussi en parallèle tout le travail thérapeutique, comme je te disais tout à l'heure, qui m'avait permis enfin, avec une psy, de comprendre pourquoi je faisais ce que je fais aujourd'hui, pourquoi est-ce que la santé, au travers de mon contenu ou l'acquis, ça m'intéressait autant. Et en fait, ces clés de compréhension m'ont permis aussi de réaliser bah, tout le positif que ça m'avait rapporté, mais aussi tout le négatif qui venait avec, et comment ça m'impactait au quotidien. Et bah, en fait, tout l'objectif de 2025, ça a été de recadrer ma façon de fonctionner pour conserver le maximum du positif, mais pas me laisser impacter par tout le négatif. Parce qu'il y avait toujours ce truc de fais plus, t'en fais pas assez, va plus loin, pense davantage. Et là, tu vois, tous ces messages, ils sont toujours là, évidemment, c'est partie du cerveau humain, mais ils prennent plus la place qu'ils pouvaient prendre auparavant. Et donc, tu as tout à fait raison. Maintenant que j'ai ça, bizarrement, ma charge de travail a décuplé, littéralement. J'en fais 10 fois plus. Je travaille sur un nouveau produit. Maintenant, je fais du contenu court. Je ressors des contenus longs comme au même rythme qu'avant. Donc, factuellement, en fait, j'ai une meilleure charge de travail, mais je suis plus heureux. Et puis, en plus, j'ai plus de temps pour moi aussi. Donc, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Ouais, après, tu vois, ce côté de vouloir en faire toujours plus, cette pression de la performance, de la productivité, j'ai aussi, ça a été, et comme tu diminues le seuil, mais ça reste toujours des choses qui sont ancrées en toi. Ouais. Et pour autant, tu vois, je me sens beaucoup plus apaisé vis-à-vis de ça parce que ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans que je change mon paradigme de pensée par rapport à ça, tu vois. Ouais. Avant, je culpabilisais dès que je travaillais pas et en même temps, j'étais frustré de pas avoir plus de temps pour faire d'autres choses, tu vois. Ça Et colle pas. le truc hyper paradoxal, tu vois. Et parce que je me suis aussi construit, tu vois, toute ma vie avec cette image de l'entrepreneur qui travaille 80 heures par semaine. Et puis ça a été mon cas, tu vois, pendant toute une période de ma vie. Mhm. Et donc, dès que j'en faisais moins, j'avais l'impression de ne pas en faire assez, tu vois. Et donc, il faut aussi déconstruire les modèles avec lesquels tu t'es construit. Ouais. Et je trouve que dans ce que tu partages, il y a un truc qui est intéressant et qui, moi, m'a beaucoup aidé. C'est vraiment d'identifier les tâches et les personnes qui me donnent de l'énergie Ok. de celles qui drainent mon énergie, tu vois. Ok. Et donc, je suis aussi beaucoup plus intransigeant, entre guillemets, avec la façon dont je dépense mon temps, beaucoup plus attentif à ça. Et donc, toutes les tâches qui me rendent pas heureux, sur lesquelles je suis pas dans mes zones de génie, pour moi, les zones de génie, c'est la réunion de tes compétences, de tes talents naturels, de ton expérience, mais aussi de tes passions et de ce que tu aimes faire, tu vois. Ok. Bah, pour moi, 70-80% de mon temps, elle devrait être dans mes zones de génie. Et donc, je suis très attentif. Il y a des choses dans lesquelles je suis bon, tu vois, mais qui m'épanouissent pas du tout. Et ça me draine mon énergie, tu vois. Ouais. Et donc ça, ok, il peut y en avoir 10%, tu vois, il y a des choses, tu peux pas y couper et il faut quand même les faire, tu vois. Bien sûr. Mais dans la majorité des cas, j'essaie quand même toujours de me poser la question, tiens, ces tâches-là, est-ce que je peux pas soit les déléguer, soit les automatiser. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet justement d'automatiser parfois des choses, etc. Mhm. Et en plus, qui toi est en dehors de tes zones de génie, c'est peut-être dans les zones de génie de quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, parfois, tu as ce switch que tu peux faire. Absolument. Et pareil, il y a des tâches où je suis pas bon et j'aime pas les faire. Alors, celle-là, c'est... Non, mais c'est vrai. Et en fait, au début, quand tu es entrepreneur, tu penses que tu dois avoir toutes les casquettes. Alors que non, c'est pas vrai, tu vois. Donc, bon, après, c'est vrai que j'ai la chance aussi... Enfin, plus tu te développes, plus tu T'as le as soutien aussi des financier, moyens bien voilà, sûr. pour déléguer certaines choses. Mais Ouais. et en même temps, c'est nécessaire parce que tu as besoin d'avoir aussi beaucoup plus de temps pour adresser des problèmes qui sont de plus en plus complexes, Ouais. avec des conséquences qui sont de plus en plus graves. Donc c'est nécessaire aussi. Je commence à voir le bout là, de toute cette phase, parce que l'Aki, donc ça va faire 4 ans que je bosse dessus, enfin ça fait 4 ans même ce mois-ci. Donc il y a eu 3 ans de recherche et développement, le contenu ça fait 2 ans et demi maintenant. Et là je fais encore tout un tas, malheureusement je ne suis pas à 80-20 de zone de génie comme tu disais, là c'est plutôt 60-40, mais je commence à voir le bout du tunnel, l'Aki est en train de prendre son envol, j'arrive à trouver une façon de créer du contenu qui permet de gagner un petit peu aussi. On n'est pas encore sur des gros niveaux, mais en tout cas, ça me permet de commencer à voir ce bout du tunnel. Et
J'ai qu'une hâte, effectivement, parce que bah, typiquement, pour donner qu'un exemple, le montage, c'est quelque chose que j'aime bien faire à la base, mais quand je le fais de façon trop récurrente, là, je suis plus du tout dans ma zone de génie, ça me draine, comme tu dis, tu vois, une après-midi à faire du montage et il me faut une journée pour m'en remettre, quoi, c'est terrible. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose. Après, tu vois, même sans que ce soit la réalité actuellement, et je pense que c'est un insight, un learning que nos auditeurs peuvent aussi emporter avec eux, c'est que euh, on peut tenir ou accepter des situations parfois qui sont difficiles. Tu vois, parfois, moi, je fais des ultra trails et puis j'ai mal Ouais, partout et je continue à courir, tu vois. c'est perdu le jeu. Mais par contre, ça fait partie du jeu. Mais c'est important juste d'en avoir conscience. Ouais. Et parce que le problème, c'est que je connais des gens, qu'on soit entrepreneurs ou salariés, en fait, qui sont tout le temps en dehors de leur zone de génie, qui ont un travail qui est peu satisfaisant, Mm. qui font des tâches qui drainent leur énergie, qui rentrent le soir, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait. Qui gardent cette situation-là pendant des années. Et quand je dis il y a des gens, j'ai fait partie de ces gens. Ouais, c'est clair. Et c'est pas une question d'être entrepreneur ou salarié, hein, ça arrive autant dans les deux cas, je pense. Donc c'est juste d'avoir conscience juste de ce prisme, de cette espèce de map de où sont mes zones de génie. Bah tiens, j'essaie de faire en sorte que petit à petit ma situation elle évolue vers passer un maximum de temps dedans, parce que c'est là où je peux exprimer mon plein potentiel. Tu vois, je pense que tes talents naturels ne se révèlent complètement que quand ils sont mis à contribution dans une tâche dans laquelle tu excelles, mais qui en même temps répond à ta mission et à ton alignement, tu vois. Mm. Tu vois, moi, je ressens un truc incroyable avec Féroce, c'est que je pense que j'ai, entre guillemets, toujours été bon entrepreneur parce que, tu vois, il y a un côté intuitif, ça fait partie de moi. Et Mhm. puis après, avec l'expérience et les années, et les boîtes que j'ai créées, et celles qui sont plantées et celles qui ont fonctionné, j'ai développé une expertise, etc. Mais j'ai jamais été aussi bon que maintenant, où je me sens pleinement aligné, animé d'une mission qui dépasse largement le fait de juste réussir financièrement, tu vois. Et c'est galvanisant, tu vois. Et je pense que, tu vois, je sais pas, mon frère, par exemple, il se lance dans des trucs artistiques, tu vois, il fait des Mhm. photos, il écrit des chansons, etc., tu vois. Et j'ai jamais vu aussi heureux et épanoui, alors même que potentiellement ça lui rapporte rien, tu vois, Mhm. que maintenant qu'il fait ça. Donc je pense que tu vois, parfois, on a tendance à polariser le poids de nos décisions en mode il faut qu'on se sécurise financièrement, etc. Et bien sûr, l'argent, c'est quelque chose d'important et on a tous, ça fait partie de nos besoins primaires, la sécurité financière. Mais je pense qu'on devrait tous essayer de tendre quand même vers une pleine réalisation de notre potentiel. Et pour moi, elle nécessite de se sentir aligné dans les tâches qu'on fait. Est-ce que c'est ça ta mission, justement, dont tu parlais? Inspirer les gens à vivre une vie pleine et intense. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est... Ok. En fait, si tu veux, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte de compétition entre les émotions véritables, Mhm. qui sont celles qui fondent, à mon avis, la richesse de la vie. Parce que c'est ces souvenirs dont tu vas te souvenir, justement, que tu pourras raconter à tes petits-enfants ou à un dîner avec des amis, etc. Enfin, c'est ça qui fait vraiment la valeur de la vie, tu vois. Et ces émotions véritables, elles sont en compétition avec des plaisirs simples et jetables qui sont liés au fait, bah, je sais pas, de t'échouer sur le canapé, d'allumer Netflix et te détendre. Et moi, ça m'arrive, tu vois, je finis la journée, je suis crevé, et puis en fait, on allume la télé, et puis c'est simple et c'est efficace. Mm. Mais est-ce que tu te souviens de la série que tu as vue 3 mois plus tard? Bah non, tu vois, ça te laisse rien de durable. Alors que si je vais faire une randonnée de 2 heures avec ma femme dans la montagne, c'est tout simple, hein, ça demande rien, juste prendre des chaussures et puis sortir de chez soi et un petit peu de vitalité. Ah, je pourrais Euh, débattre là-dessus et, avec toi. et ben, je m'en Pardon. souviendrai, tu vois, et souvent on a des conversations, à chaque fois on se fait la réflexion, on rentre et puis on se dit, oh, on a parlé de choses dont on parle Ouais. jamais au quotidien parce que sinon, bah, tu es toujours un peu dans une espèce de bruit mental et tout, et je trouve que la valeur de ces moments, elle est tellement importante. Et Mm. c'est pour ça que, et tu pourrais te demander, bah, comment est-ce que Féroce répond à ça? Bah, je pense que une partie, et d'ailleurs, enfin, je pense que ce que tu fais, ça peut contribuer à ça aussi, euh, une partie de notre capacité à vivre des émotions véritables, elle est liée à notre vitalité. Mhm. C'est-à-dire que si tu te réveilles le matin, que tu es crevé, qu'il te faut 10 cafés pour démarrer, qu'après le repas du midi, tu as du mal à te concentrer, tu t'endors, tu piques à moitié du nez, que la fin de la journée, tu n'es pas satisfait, tu es un peu énervé parce qu'en plus, tu n'as pas fini ta to-do list, et puis que le soir, malgré le fait que tu sois crevé, tu n'arrives pas à trouver le sommeil, Ouais. donc tu t'endors à 1 h du mat, et puis le lendemain, bah, ça recommence. Bah, tu es dans ce rythme-là, c'est impossible d'avoir l'énergie et l'envie d'aller à un cours de danse, d'apprendre à jouer du piano alors que tu rêves de faire ça. Enfin, tu vois. Et je pense que ben, avec Féroce, on contribue en apportant des produits à haute densité nutritionnelle, exempts de polluants,
à nourrir parfaitement nos cellules Mmh. et ce faisant, à libérer la vitalité des gens. Je dis pas que la nutrition suffit à libérer la vitalité des gens, mais je C'est pense un gros que paramètre. le fait de multiplier les carences, Ouais. ce qui est une généralité aujourd'hui, eh bien, contrevient en tout cas à notre vitalité. Les carences, c'est ton point d'entrée dans l'alimentation? Bah, si tu veux, j'ai reçu plein de gens sur Limitless, des experts, des médecins, des scientifiques. Je m'informe beaucoup, je lis beaucoup de choses, notamment aux États-Unis. Les carences de la population générale, elles sont absolument. C'est une épidémie, tu vois. Mmh. Avant, c'était concentré sur les femmes enceintes, les personnes âgées, les sportifs. Maintenant, c'est absolument tout le monde, toute la population. Et ça va de mal en pire parce que les sols sont de plus en plus pauvres, donc les végétaux sont de plus en plus pauvres. Donc les légumes qu'on mange sont de plus en plus pauvres, mais aussi les animaux qui mangent ces végétaux sont de plus en plus pauvres. Mmh. Notre muqueuse intestinale, elle est constamment agressée par les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, le gluten, etc. Donc elle est moins capable d'absorber les quelques nutriments qui restent dans l'alimentation qu'on mange. En plus de quoi, on mange en étant potentiellement stressé parce que on mange distraitement devant la télé, etc., sans prendre le temps de profiter de ce moment-là, sans conscience véritable. Et ce stress augmente la déplétion des micronutriments, de nos vitamines, de nos minéraux. Donc, on aurait besoin d'encore plus de nutriments qu'on n'a déjà pas. Mmh. Et pour ajouter à ce tableau, parce que là, on parle d'une perspective où tu manges relativement bien, Ouais. mais la plupart des gens, ils mangent aussi 50 à 60% de leurs calories via des produits ultra transformés qui, en plus d'être riches en calories vides, sont remplis d'huiles raffinées, riches en oméga 6, pro-inflammatoires, remplis d'édulcorants, d'émulsifiants et de plein de merde comme ça. Donc voilà, forcément, tu vois, tu peux pas aller bien comme ça. Je veux dire, Et pourquoi avoir répondu à cette problématique, via Pharos plus que, par exemple, des compléments alimentaires ou? Et ben, en fait, parce que déjà, je pense que les compléments alimentaires sont beaucoup moins biodisponibles OK. et je crois beaucoup au concept de matrice cellulaire, Mmh. d'interaction, de synergie entre les différentes vitamines, minéraux, mais aussi polyphénols, antioxydants et même des antinutriments. Tu vois, la nature, elle a façonné des aliments sur des centaines de milliers d'années d'évolution qui sont parfaitement adaptés à notre physiologie parce que notre corps les reconnaît et il y a tout un balai hormonal, etc., qui va être différent d'un complément alimentaire qui a une dose Supraphysiologique, ouais. supraphysiologique, Mmh. qui en plus est isolée d'autres nutriments, etc. Il y a plein de nutritionnistes, de chercheurs, etc., qui ont mis en exergue justement les interactions qu'il y a entre les différents nutriments et leur effet synergique. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est que, tu vois, je pense que l'une des raisons qui fondent le fait qu'on en est là, tu vois, c'est justement cette recherche, ce réductionnisme où on a cherché à optimiser tout, tu vois, par la chimie, en pensant qu'on pouvait contrôler le vivant. Et puis maintenant, on s'aperçoit que bah, y a des phénomènes émergents, que le tout est supérieur à la somme de ses parties et qu'on ne peut pas tout régler avec des pilules. Et donc, penser qu'on va résoudre tous nos problèmes d'obésité, de maladies de civilisation, de pollution avec des compléments alimentaires, donc avec, donc, je ne vais pas dire que le complément alimentaire est la cause de tout ça, mais avec Oui, la oui. chimie qui est à la cause de toute cette révolution industrielle et des externalités négatives qu'elle a pu apporter, ça me semble pas cohérent. Alors même que la nature avait prévu, tu vois, quand j'ai vu cette étude qui montrait que 7 grammes de foie de bœuf suffisait à couvrir quasiment tous nos besoins en vitamines et minéraux, seulement 7 grammes, je me suis dit, putain, 7 grammes, c'est quand même rien, quoi. Et le seul truc, c'est qu'on a perdu l'habitude d'en manger. Et je me suis dit, bah tiens, si on le cachait dans un steak haché, 7 grammes, on le verra jamais, quoi. Ouais, c'est clair. Euh, Brillante idée. Revenons-en à l'Aki, donc, Ouais. parce que tu nous as parlé un petit peu de tes déboires, ou en tout cas des défis entrepreneuriaux que ça représentait. Ouais. Déjà, pourquoi est-ce que tu t'es pris de passion pour la lumière? En quoi est-ce que la lumière est importante dans nos rythmes circadiens? Et là, tu vois, je te parlais du fait que le corps, il reconnaissait un aliment et qu'il allait mettre en place une cascade hormonale différente. Tu vois, par exemple, le simple fait de préparer toi-même, de cuisiner, il va y avoir ce qu'on appelle une phase pré-insulinique. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à précharger l'insuline et donc améliorer la gestion de notre glycémie sanguine avant même d'avoir commencé à manger. Donc, tu vois, le simple fait de voir et de sentir les aliments Ça crée une déclenche déjà, réaction ouais, bien physiologique, sûr. tu vois. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre que notre corps, c'est une machine et elle est régie par des tas d'hormones. Certaines, la sérotonine par exemple, facilite justement le rapport à l'autre et une forme d'apaisement, etc. La mélatonine, elle est très connue pour nous aider à nous endormir, mais en fait, elle permet surtout de rester mieux endormi la nuit. C'est ça. Le cortisol qui nous aide à être plus focus et plus énergique le matin.
je simplifie volontairement, mais c'est juste pour comprendre qu'au final, euh, nos hormones, elles nous permettent de changer de mode et de faire en sorte qu'on soit adapté à la tâche qu'on a à accomplir. Et là-dedans, la lumière joue un rôle fondamental. Bien sûr, bah, honnêtement, il y a de gros parallèles entre ce que tu viens de dire pour Féroce et Lucky, puisque en fait, j'ai toujours fait assez attention aux conclusions qui sont assez linéaires. Par exemple, on a ce problème, alors il faut aller dans cette direction. J'ai toujours eu tendance à voir les choses de manière beaucoup plus systémique. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon contenu, à chaque fois, je m'intéresse à l'histoire. Quand est-ce qu'a démarré une pathologie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment on comprend en fait que généralement, c'est pas un seul événement, mais c'est une conjonction de plusieurs événements. Et par rapport à la lumière, c'est exactement ça aussi. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui consomment justement des compléments de mélatonine, qui sont des doses, c'est 100 fois supérieur à ce que ton corps est capable de produire dans une journée normale, quand il est dans les bonnes conditions. Après, c'est une cascade de conséquences qu'on voit pas tout de suite. Là, on voit pas, on commence à voir les premières conséquences là, dans la recherche, mais on est, à mon sens, assez loin de s'imaginer tous les problèmes que ça peut engendrer. Et puis surtout, en fait, il faut savoir que la lumière, c'est le signal employé par le corps pour décider à quelle heure de la journée est-ce qu'il doit commencer à produire du cortisol, donc l'hormone qu'on dit du stress, mais en réalité, c'est l'hormone de l'activité, ou de la mélatonine, qui est effectivement, comme tu disais, l'hormone du sommeil, mais en réalité, c'est l'hormone du repos, de la réparation, et effectivement qui nous pousse à rester endormi la nuit, pas tellement à s'endormir. Bref, en tout cas, c'est deux hormones qu'on dit antagonistes, c'est-à-dire que le corps ne peut pas produire les deux en même temps. Donc, soit il va faire le cortisol, soit la mélatonine, jamais les deux. Et la façon dont il décide à quel moment de la journée il va commencer à produire l'un ou l'autre, c'est tout simplement par la quantité de lumière qui tombe sur nos yeux. La quantité et le type de lumière. Parce que je suppose que tous nos auditeurs ont entendu parler de la toxicité de la lumière bleue. En réalité, elle n'est pas du tout toxique. C'est juste que c'est une lumière qui est employée par le cerveau. C'est le signal préféré du cerveau pour identifier à quelle heure de la journée on se situe. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la position du soleil dans le ciel, il va émettre plus ou moins de lumière bleue. Quand il est à son zénith, il n'y a quasiment pas d'atmosphère, le ciel devient blanc, toute la lumière bleue nous parvient à nos yeux, et donc c'est le signal employé par le cerveau pour savoir qu'il est le milieu de la journée. Donc grâce à ça, il va savoir que plusieurs heures après, si la luminosité a bien baissé correctement, il va commencer à produire de la mélatonine. Toujours est-il que il y a 150 ans, en fait avant il y a 150 ans, dans les conditions dans lesquelles on vivait, on n'avait que deux sources lumineuses. Tu avais le soleil le jour et potentiellement la flamme la nuit. Sauf que la flamme, que ce soit la bougie, même un feu, ça émet une lumière qui est déjà extrêmement jaune, qui ne contient quasiment pas de bleu, vraiment dans des proportions minimales, et surtout à une intensité qui est quand même relativement faible. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, en fait, quand tu compares l'être humain par rapport à d'autres animaux, en fait, nous, la lumière de la flamme, on l'ignore totalement. C'est-à-dire que notre cerveau ne s'en sert absolument pas pour déterminer s'il faut qu'il produise cortisol ou mélatonine. Contrairement par exemple à une souris ou à différents singes qui, eux, ça va leur suffire à les perturber. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que l'hypothèse la plus favorable à l'heure actuelle, c'est que vu que ça fait plus de 100 000 ans qu'on maîtrise le feu, en fait notre évolution a appris à identifier le feu comme étant une lumière de la nuit et du coup ne pas s'en servir comme signal pour produire cortisol ou mélatonine. Le problème, c'est qu'il y a 150 ans, on a inventé l'ampoule artificielle, donc la lumière artificielle, pardon. Le sujet de l'ampoule, c'est qu'elle génère généralement une lumière qui est bien au-dessus de la lumière du feu en termes d'intensité, mais aussi en termes de couleur. On va commencer à produire du bleu, et ça, ce problème s'est décuplé ces 15 dernières années, puisque depuis les années 2010, on est équipé de lumière LED partout. Là, on en est entouré actuellement, alors ce qui est plutôt une bonne chose en journée. Mais le problème de lumière, des LED, c'est qu'elles contiennent en fait justement énormément de lumière bleue comparée à toutes les autres sources lumineuses. Et donc, on se retrouve maintenant dans des environnements où on est baigné de lumière bleue du matin au soir. Là où on devrait, encore une fois, ne pas en avoir à partir du moment où le soleil est couché. Donc quand j'ai appris en fait cette problématique, pour des raisons personnelles d'ailleurs, parce que en fait, pour la petite anecdote, quand j'avais 18-19 ans, je bossais en parallèle de mes études dans un Castorama et je remettais en rayon les ampoules. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Et à l'époque, j'avais identifié deux problématiques. La première, c'est que la vaste majorité des gens qui arrivaient dans le rayon n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient acheter parce que c'était nébuleux. On parlait de watts, de température, de Kelvin, d'ampérage, d'ampoule 27 G10. Bref, on se retrouve avec tout un tas de jargon absolument
imbuvable et donc la plupart des gens avaient juste envie, à chaque fois ce que j'entendais c'est non mais moi je veux juste la même ampoule, redonnez-moi la même ampoule. Le problème c'est que dans les années 2010 justement les LED sont arrivés, on a retiré les ampoules incandescentes donc on pouvait pas leur donner la même ampoule. Bref, il y a eu deux réalisations. La première c'est que en fait j'ai clairement compris qu'il y avait un sujet de sélection, mais le deuxième c'est que malheureusement en fait en parallèle de ça, après avoir bossé plusieurs mois dans ce Castorama, j'ai commencé à développer des migraines hyper intenses et des troubles du sommeil que j'ai toujours eu, mais qui là étaient invraisemblables, avec terreur nocturne toutes les nuits, des difficultés à me réveiller pas permises. Et en fait, j'ai carrément fini par développer ce qu'on appelle des agies vasculaires de la face, qui sont en fait une inflammation du nerf trijumeau qui est responsable, qui va relier absolument quasiment tous les sens de la tête, que ce soit l'odorat, le goût, mais aussi la vue. Et en fait, quand on est baigné de lumière blanche et bleue à tout temps de la journée, donc moi quand je bossais chez Castorama le soir à 20h, j'avais littéralement tout qui était allumé. Donc, et parfois je me relevais le lendemain matin, je commençais à 5h et paf, j'avais exactement la même lumière. Et en fait, ça peut générer une inflammation du nerf trijumeau qui crée du coup ce qu'on appelle des agies vasculaires de la face, où en fait on a littéralement l'impression que le nerf essaie de sortir l'œil du crâne, ce qui est, comme tu peux l'imaginer, très douloureux. Et donc, j'ai appris que tout ça était dû, beaucoup plus tard d'ailleurs, aux perturbations circadiennes. Donc, ce qu'on appelle perturbations circadiennes, en fait, c'est lié au cycle circadien. C'est par rapport à toutes les hormones dont tu parlais. Donc, circadien, ça veut dire circa, autour, dien, le jour. Donc, le cycle autour du jour, où effectivement, toutes nos hormones, normalement, suivent un rythme précis au cours de 24 heures. Par exemple, le cortisol et la mélatonine dont je parlais, mais pas que, parce qu'en réalité, quasiment toutes les hormones font ça. Et bref, à ce moment-là, j'étais encore un peu trop jeune pour entreprendre, donc je me suis pas attaqué à la problématique tout de suite. Mais beaucoup plus tard, quand j'ai acheté mon appartement, que j'ai retapé intégralement, je me suis dit, en fait, justement, c'est le moment de s'intéresser à cette lumière. Comment est-ce qu'on règle cette problématique ? Et donc, à ce moment-là, c'était l'explosion de tout ce qui était lunettes, filtres anti-lumière bleue. Et pareil, tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça évoquait une problématique chez moi. Je trouvais que ça répond effectivement à un problème de la lumière, mais pas tout à fait. Et puis ça ressemble un petit peu à cette problématique des compléments alimentaires, parce que j'ai l'impression que c'est une surcouche. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, je pense que c'est l'environnement qui doit changer. C'est pas nous qui devons rajouter quelque chose en plus par-dessus. Il faut revoir l'environnement à sa base. Et là, donc, je me suis intéressé à ces problématiques. Coup de bol absolument infini, c'est qu'en 2022, quand je me suis lancé sur le projet, il y a littéralement un consensus scientifique qui est paru sur les enjeux de la lumière sur la santé, qui expliquait en fait quel niveau de lumière on devait avoir à quel moment de la journée si on voulait pas affecter son cycle circadien. Et là, je me suis dit, c'est bon, jackpot, en fait, je vais m'attaquer à la source du problème lui-même, l'ampoule. Et c'est pour ça que j'ai créé Lucky. Donc j'en ai mis chez moi. Je précise que je les ai achetés, tu me les as même pas offerts. Et donc il y a une espèce de petit œuf qui connecte les ampoules. Donc moi j'en ai mis dans ma cuisine, ma salle à manger, mon salon. Et donc en fonction de l'heure à laquelle tu te couches, elle va diminuer d'intensité, mais également de colorimétrie pour avoir des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus proches justement de la flamme du feu. Et donc effectivement, ça marche. Moi, je faisais déjà attention à ça, mais ça marche super bien. Trop chouette. Ouais, t'es hyper crevé le soir. De toute façon, je suis crevé le soir, mais je veux dire, voilà, c'est ce qu'il faut. Tu t'endors naturellement. Génial. Après, je me pose la question quand même, si par exemple, t'as envie de regarder la télé, est-ce que au final, ça nique pas un peu tout d'allumer un écran ? Alors, les écrans, c'est très controversé à ce niveau-là parce que tout indique que la lumière émise par les écrans, c'est pas suffisant pour impacter le cycle circadien. Visiblement, la recherche indique que tout ce qui est problématique autour des écrans, c'est surtout la distraction, parce que ça te maintient éveillé dans des circonstances où normalement le soir, à l'état naturel, on se racontait plutôt des histoires calmes qui prenaient leur temps. Là, si tu regardes un film d'action avant d'aller te coucher, peut-être que ça va faire un pic de cortisol qui n'était pas forcément la bienvenue. Donc la lumière de la pièce a plus d'importance que le fait d'utiliser ou non un écran, quoi. On a sur la magnitude de la lumière artificielle, typiquement le réflexe qu'on a tous, j'espère, avant d'aller se coucher, c'est de se brosser les dents dans la salle de bain. C'est la pièce généralement qui dispose du plus de luminaire parce que maintenant on les équipe de barres de spot et compagnie. Et quand tu allumes la lumière, tu te prends une quantité de lumen dans les yeux qui est invraisemblable. Généralement c'est une lumière blanche parce qu'on considère que c'est la salle de bain et que c'est important de se voir correctement dans le miroir, ce qui est vrai le jour. Le soir, c'est pas forcément utile. Et le problème, c'est que là, en fait, ton signal, le signal envoyé au cycle circadien, au noyau suprachiasmatique est juste catastrophique. Et là, tu peux être sûr d'avoir ruiné ta production de mélatonine pendant les 3 prochaines heures, quoi.
D'ailleurs, c'est pareil, tu vois, si tu vas aux toilettes pendant la nuit, ça peut peut-être être bien d'avoir plutôt une LED rouge ou un truc comme ça, plutôt que d'allumer la lumière de tes toilettes. Ouais, Et il faut qu'avec Lucky, alors, tu sortes des luminaires de salle de bain. et bah ça arrive. C'est projet. Ok. Stay tuned. Bah, ouais. Mais oui, mais concrètement, effectivement, j'aurais peut-être dû le préciser. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que l'idée, c'est que désormais, quand vous êtes équipé avec des ampoules Lucky, à chaque fois que vous allumez la lumière, en fait, on va donner la bonne intensité et la bonne couleur. Donc c'est-à-dire que le jour, on va reproduire la lumière du soleil pour indiquer encore une fois où est-ce qu'on se situe quand on reste enfermé chez soi. Et le soir, par contre, on va reproduire la lumière du feu, donc pour ne pas avoir de conséquences. Donc c'est la fameuse lumière rouge dont tu parlais, mais en fait, c'est pas tellement la lumière rouge qui est importante que l'absence de lumière bleue. Après, là, tu dis que quand on est pendant la journée, ça permet de savoir chez soi Ouais, quel est le moment de la journée. Moi, j'avais quand même lu que rien ne remplacera le soleil. voilà, que c'était vachement C'est important de sûr. s'exposer au soleil le matin. Il suffisait 2 minutes pour Ouais, justement synchroniser un peu le noyau suprachiasmatique ouais. et faire en sorte que justement tout ce signal et ce balai hormonal dont on parlait. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que le fait de s'exposer au soleil le matin, ça déclenchait une sorte de minuteur et que c'est ça qui allait 14 à 16 heures plus tard déclencher la production de mélatonine. Exactement. En fait, que ça se Ça, préparait le c'est matin un des et paramètres. et que si tu es derrière une vitre, par exemple, même s'il y a du soleil dehors, je crois que c'est divisé par 50, tu vois. Mhm. Et puis la puissance lumineuse d'une ampoule, je sais pas, c'est quoi, Oh, bah, 500 lux par rapport à 10 000 lux pour le soleil, quoi. ah ouais, c'est même beaucoup plus que ça. Quand il fait moche, tu peux facilement atteindre les 30 000 versus quand il fait beau, 150 000 sans problème. Ouais. Donc en fait, si tu veux, le rapport entre l'écran et l'ampoule est quasiment le même que entre l'ampoule Ouais. et le soleil, voire plus. Donc on est une ampoule, ton éclairage artificiel par rapport à ton écran, c'est infiniment plus. Mais le soleil, c'est absolument incomparable. Et effectivement, tu as raison de le préciser. Rien ne remplacera la lumière du soleil le jour. En revanche, il reste hyper important que nos espaces soient suffisamment éclairés en journée, d'autant plus que maintenant, on est beaucoup en télétravail, à travailler de chez nous dans des espaces qui sont la plupart du temps sous-éclairés, parce que en fait, il y a plusieurs façons dont le noyau suprachiasmatique et le cycle circadien s'orientent. Donc, il y a effectivement quand est-ce que c'est le premier pic de lumière que tu as eu dans la journée. Ça, c'est un des signaux les plus importants, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, il se régule heure par heure en fonction de la quantité de lumière. C'est pour ça que si je te mets dans une pièce noire, même si tu as vu le soleil ce matin, au bout d'un moment, tu vas finir par t'endormir. Alors qu'à l'inverse, si je te mets dans une pièce où je t'éclaire, je te mets 150 lux, tu vas plutôt ressentir de l'énergie Ouais. et tu vas pas avoir envie de dormir. Par contre, là où c'est hyper important, c'est pour ça que en fait, j'aurais très bien pu faire des ampoules qui s'adaptent uniquement le soir, mais c'était très important pour moi la journée parce que, encore une fois, il y a une relation qui est systémique qui ne joue pas uniquement sur le cycle circadien, mais aussi sur la vue, le confort visuel et la concentration. Parce que en fait, d'ici 2050, 50% de la population sera myope. Ça, c'est un chiffre que je dis beaucoup, mais un autre chiffre que je dis beaucoup moins, c'est qu'il y aura surtout 10% d'entre eux qui seront des myopies extrêmement graves. Alors, faisons une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Raconte-moi pourquoi est-ce qu'on sera tous myopes. Et justement, j'y viens. Le gros souci en fait de la myopie, le meilleur exemple de ça, c'est Séoul, où tu as quelque chose comme genre 97% des jeunes adultes hommes qui ont une myopie aujourd'hui. Donc pratiquement tout le monde à ce stade. En fait, on a identifié les critères. Il y en a 3, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est le travail de près, c'est-à-dire qu'on a tendance, surtout dans les pays asiatiques, parce qu'ils ont tendance à apprendre à écrire encore plus jeunes que chez nous, donc on les fait travailler en fait la vue de près très tôt dans la vie. Or, dans la nature, ça n'arrivait quasiment jamais. En fait, on utilisait la vision de loin en permanence, en sachant que la vision de loin, quand on parle de vision humaine, l'infini est au-delà de quelques mètres, hein, donc c'est pas grand-chose quand même. Et donc ça, c'est le premier critère, c'est le fait qu'on fait beaucoup travailler de près. Le deuxième critère, en fait, c'est l'absence de luminosité. Pas assez de lumière. Mais en fait, c'est corrélé au premier. Pourquoi ? Parce que la quantité de lumière disponible dans la pièce va directement influencer la distance que tu mets avec les objets. Meilleur exemple de ça que je prends à chaque fois, c'est que si jamais tu regardes ton téléphone la nuit dans ton lit, tu vas littéralement le coller sur ton pif parce que tu vas essayer de voir au mieux les détails. Si tu vas dehors en plein soleil, tu vas jamais mettre ton téléphone à 10 cm de ton nez, c'est pas possible, tu vas le mettre le plus loin possible comme si tu étais presbyte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos yeux s'accommodent de façon totalement différente en fonction de la quantité de lumière disponible dans l'environnement. Et ça, pour le coup, là-dessus, les ampoules Lucky interviennent vraiment énormément là-dessus parce qu'il suffit de pas beaucoup de lumière en plus pour que tu mettes tout de suite de la distance avec tes objets.
Et le troisième critère, eh ben, figure-toi, c'est le cycle circadien. En fait, tu as une dernière étude là, qui est parue qui montrait que l'important, c'est justement la variation de la quantité de lumière disponible dans une journée. Pourquoi? Parce que probablement que ça fait travailler la vision de loin et de près. Et ces deux choses, en fait, contribuent à ce qu'on appelle l'emmétropisation de l'œil, donc au fait qu'il ait cette forme quasi sphérique et qui fait qu'on n'a pas de problème de vue. Ok, ça m'évoque deux questions. La première, c'est est-ce que l'une des prescriptions que tu pourrais nous faire, outre les rythmes circadiens et la lumière à l'intérieur pour se protéger de la myopie, c'est d'aller se promener en nature, tu vois, avec donc déjà, il y a de la lumière, et puis en plus, les yeux sont défocus, tu vois. Tu n'es pas focus sur un petit point, tu as les cônes, etc. Enfin, tu as toute ta vision périphérique qui vont être Très bonne stimulées. connaissance. Et Ouais. donc, tu as cette vision un petit peu globale qu'on perd peut-être aujourd'hui, où on est trop focalisé toujours Mm. sur un objet particulier. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, l'acquis, donc le soir, elle devient faible en intensité, puis avec une couleur rouge-orange. Ouais. Si je décide de lire plutôt que de regarder la télé, je vois pas grand-chose, tu vois. Donc, Ouais. je suis obligé d'approcher mon livre. Ouais. Donc, est-ce que j'aurais intérêt à mettre peut-être un petit casque avec une petite lampe de poche pour éclairer mes pages? Alors, je vais répondre à la première question. D'abord, je suis pas médecin, donc je peux pas prescrire quoi que ce soit. En revanche, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on voit. Typiquement, il y a nettement moins de myopie chez les enfants qui vont dans des écoles de la forêt, donc tu sais, qui passent énormément de temps justement à étudier en extérieur. Et typiquement, en fait, je reprends le cas de la Corée. Pourquoi c'est à Séoul qu'on retrouve le plus gros taux de myopie? C'est alors que dans les campagnes c'est beaucoup moins. C'est globalement lié à ça parce que quand tu vis en ville, tu vas à l'école généralement en transport, mais tu es en fait constamment en intérieur. Alors que quand tu vis en campagne, tu vas devoir prendre les transports, mais c'est des transports comme la voiture qui vont t'obliger à observer les choses de loin. Bon, à condition que tu sois pas dans un bus, mais toujours est-il que clairement, ce que tu disais, le fait de passer du temps dehors, c'est bon pour un million de raisons, pas que la lumière. Donc oui, c'est quelque chose effectivement qui devrait être central, à mon sens, dans nos vies. Et pour la deuxième question, je vais être très franc avec toi. C'est une excellente question. Je n'ai pas la bonne réponse là, à te donner tout de suite. Je ne sais pas dans quelle mesure en fait ces barrettes, typiquement, tu as des trucs maintenant qui se mettent sur le pouce, qui émettent de la lumière sur les pages. Je ne sais pas si en fait la lumière est suffisante pour dérégler ton cycle circadien. Donc je peux pas te dire que est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'en ai aucune idée. Par contre, ce que je peux te dire, c'est en relation avec ce que je disais sur la myopie. Visiblement, en fait, lire un livre le soir de près, c'est pas si problématique si le jour, tu as suffisamment entraîné ta vision de loin. Typiquement, le stéréotype du binoclard qui est tout le temps dans les livres et qui a une myopie de fou, c'est pas tellement un stéréotype parce que la myopie a démarré au XVIe siècle avec les moines copistes et après plus tard quand les érudits sont arrivés et que des personnes qui étaient constamment plongées dans les bouquins. Mais en fait, le sujet, c'est pas tout le temps être dans les bouquins. Donc, tu as le droit de lire tes livres, bien sûr, mais il faut aussi savoir varier. Donc, typiquement, je crois que c'est Andrew Huberman dont tu parlais tout à l'heure qui donnait un conseil, parce que lui, c'est vraiment un expert de toutes ces choses-là, qui donnait un conseil, c'est que quand tu fais du travail de près, toutes les 30 minutes, de faire une pause et d'observer de loin. Donc typiquement, se mettre à sa fenêtre et regarder le point, l'arbre le plus distant possible, quoi. Ce qui en plus c'est l'occasion de rompre la sédentarité en faisant un petit peu de mouvement, en permettant au retour veineux d'opérer et de Absolument. renouveler l'oxygénation sanguine et la circulation de la lymphe. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'intéressant? Ouais, voilà, on parlait du fait de passer du temps dehors. Aujourd'hui, il y a une espèce d'angoisse sur le fait de s'exposer au soleil, Ouais. justement, tu vois. On dit soit qu'il faut pas y aller, soit si on y va, il faut absolument hyper bien se couvrir, mettre des crèmes solaires. Alors même qu'on sait, on parlait tout à l'heure de perturbateurs endocriniens, de pollution, etc. Tu sais que je pense que, aux dernières nouvelles, tout ce que j'ai vu comme crème solaire était toujours mal composé et rempli de produits chimiques potentiellement mauvais pour notre santé. Mais donc, si on va dehors sans crème solaire, on a l'impression qu'on se frotte au risque de développer un cancer de la peau. Alors même que moi, j'ai vu des études qui disaient qui semblaient montrer, en tout cas, que en fait, les risques de cancer de la peau liés à l'exposition au soleil, ils étaient quand même relativement faibles, à moins de faire la crêpe sur la plage en plein toute l'après-midi aux heures les plus chaudes de la journée. Que l'exposition au soleil, outre cet aspect sur les rythmes circadiens et la synthèse de la vitamine D, avait plein d'avantages, notamment sur la production de certaines hormones. Il y a des études qui ont été faites sur des espèces de tribus où les enfants vivaient tout nus
OK. Et en fait, ils ont aperçu que justement, les enfants vivaient tout nus, etc. Et donc, ils avaient une meilleure croissance que après, lorsqu'ils ont commencé à mettre des espèces de maillots de bain, enfin de trucs pour cacher leurs organes sexuels, quoi. OK. Donc, le soleil semblait avoir, et l'exposition à la lumière semblait avoir des avantages Mmh. liés à ça. Il y a toute une mode du côté des biohackers pour les panneaux LED rouge, proche infrarouge. Euh, et c'est une lumière qui semble avoir plein d'avantages. Tu vois, si tu regardes la littérature scientifique, franchement, c'est très solide. Il y a beaucoup d'études sur le sujet, sur les avantages de ça. Ouais. A priori, ça jouerait, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais sur le fonctionnement des mitochondries qui serait plus efficace. Et étant donné que les mitochondries sont logées dans chacune des cellules du corps humain, on comprend facilement que si elles sont plus efficaces, toutes les cellules fonctionnent mieux. Ouais. Et donc, ça améliore la performance, mais ça améliore aussi tous les processus de réparation, de récupération, de régénération des tissus, etc. D'où les avantages liés au sport, mais aussi liés à la santé de la peau, à la réduction des rides, à la protection vis-à-vis de certaines maladies, de la régénération des tissus, des articulations, etc. Ou du collagène. Donc voilà, et en fait cette lumière rouge, initialement on l'a déjà dans le spectre lumineux du soleil, tu Oh vois, oui. et donc peut-être que si on allait marcher 20 minutes tout nu le matin au C'est lever du certain. soleil et puis 20 minutes le soir, ça ferait la même chose. Donc voilà, je voulais savoir quel était ton avis sur cette exposition au soleil. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Au contraire, est-ce qu'on doit y aller souvent? Est-ce que si on y va, on doit utiliser de la crème solaire? Et pour terminer, puisqu'on parlait de myopie, de lunettes, est-ce qu'on devrait mettre des lunettes de soleil pour protéger nos yeux? Bah, c'est un des sujets que j'ai traité justement sur ma chaîne récemment où je me suis penché sur ce sujet donc pour expliquer à ton audience comment je fonctionne. En fait, comme je disais tout à l'heure, quand je m'attaque à ce genre de problématique, ce que j'adore faire, c'est essayer de remonter le plus loin dans la recherche et dans les archives pour comprendre en fait à partir de quel moment est-ce qu'on a commencé à parler de pathologie de la peau qui pouvait ressembler à justement des cancers de la peau et notamment le mélanome, qui est le cancer de la peau le plus mortel, si ce n'est le seul qui est réellement... Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est celui dont il faut vraiment s'inquiéter. Et là-dessus, clairement, ce que j'ai très vite assez identifié, c'est qu'il y a eu une explosion au XXe siècle du nombre de mélanomes et que tout était corrélé en fait à un grand changement dans notre mode de consommation du soleil lui-même, parce que c'est très lié à tout ce dont on vient de parler. Typiquement, en fait, avant la révolution industrielle, la quasi-totalité de la population travaillait en extérieur, donc avait une exposition au soleil qui était parfaitement sinusoïdale dans l'année, c'est-à-dire qu'en fonction des saisons, on avait plus ou moins de soleil, mais en tout cas, ça suivait une belle courbe qui progressait ou justement réduisait de jour en jour, et donc notre peau en fait avait la faculté de s'adapter et de modifier typiquement la quantité de mélanine disponible pour s'assurer qu'on soit quasiment au bon niveau quasiment tout le temps. Et ça, c'est la première chose que j'ai vue, c'est que dans la recherche moderne, récente, on sait que chez les personnes qui sont exposées de manière quasiment permanente au soleil, en fait, on retrouve assez peu de mélanome. Par contre, on retrouve d'autres types de cancers de la peau, donc ça, on pourra en parler ultérieurement, mais en tout cas, on retrouve très peu de mélanome chez ces populations-là. Par contre, chez quelle population on retrouve exactement l'opposé? C'est exactement ce que tu décrivais. C'est Tu des pars à l'île personnes... Maurice en hiver à Noël. Le pire exemple que je puisse prendre, c'est quelqu'un qui en fait décide, qui a passé 3 mois dans les bureaux de son entreprise, à aller en métro et puis passer après le restant du temps chez soi, et qui en fait a besoin de repos et pour ses congés prend des billets d'avion pour l'Australie. Et là en fait tu as littéralement un écart où on perd complètement la sinusoïde, tu pars de 0 à 1000. Et ça, en fait, tu ferais ça avec n'importe quelle autre chose, même le sport. Si tu commences la musculation et que tu veux soulever un 100 kg directement au développé couché, tu vas avoir une surprise, quoi. C'est exactement pareil avec la peau, en fait. Normalement, tu dois avoir une belle progression qui est cohérente parce que, en fait, visiblement, tout indique que le mélanome, qui est donc le cancer des mélanocytes, et les mélanocytes étant les cellules qui produisent la mélanine, ça peut sembler complètement absurde quand même que ce soit les cellules qui sont censées sortir le pigment qui nous protège qui finalement se transforme. Et en fait, c'est pas si absurde que ça parce que si jamais tu n'as pas été exposé pendant plusieurs semaines/mois, en fait, la production tombe quasiment à zéro.
Et si soudainement tu t'exposes, en fait, c'est l'usine elle-même à mélanine que tu exposes aux UV, alors qu'il n'y a quasiment rien au-dessus pour la protéger. Et c'est là où, en fait, visiblement, cette cellule n'avait pas tous les mécanismes que d'autres cellules du corps peuvent avoir. Parce que typiquement, c'est hyper intéressant, la peau, la façon dont elle est faite, c'est qu'on renouvelle par l'extérieur. Donc à chaque fois, on va pousser les nouvelles strates vers l'extérieur. Et tout indique qu'une des raisons pour lesquelles on a fait ça, plutôt qu'un renouvellement interne, c'était justement pour pousser les cellules qui seraient potentiellement devenues cancéreuses entre-temps, en disant, de toute façon, tu n'es plus dans le système interne, donc le risque est moindre et tu peux sortir. Le problème avec les mélanomes, c'est qu'ils sont dans une couche de la peau qui est donc de l'épiderme, qui est vraiment, enfin du derme pardon, qui est vraiment profonde et qui a accès en fait au système lymphatique, même à la circulation sanguine. Et donc, si jamais par malheur il y a une cellule qui mute et qui commence à se déplacer dans le corps, bah, là c'est la fin des haricots. Là où si tu as d'autres cancers qui sont plus en surface, généralement c'est pour ça qu'ils sont pas mortels, parce qu'en fait ils vont continuer à se répliquer en surface, mais ils vont avoir beaucoup plus de mal à aller à l'intérieur. Donc pour répondre à ta question, moi c'était la conclusion que j'ai présentée dans la vidéo, c'est que, alors d'une part, c'est cette exposition alternative qui est clairement responsable des mélanomes dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est les coups de soleil. Donc, quand tu as en fait un coup de soleil, tu as une réaction inflammatoire aiguë au niveau de la peau dans les zones qui ont été surexposées. Donc, en fait, ça sous-entend que tu as littéralement eu trop de cellules qui sont mortes à cause de l'exposition aux UV à ce moment-là. Du coup, le corps engendre une réaction inflammatoire aiguë en pic qui va prendre une zone en plus énorme du corps. Et en fait, ce que trouve la recherche aussi à ce niveau-là, c'est qu'il y a pas mal de processus immunitaires qui se stoppent pendant cette phase-là. Parce que, grosso modo, l'objectif primaire, c'est de conserver l'intégrité de la peau pour pas que n'importe quelle chose venant de l'extérieur puisse soudainement rentrer dans nos cellules sanguines. Et en fait, on peut penser que le corps fait le choix volontaire de conserver des cellules qu'il aurait probablement détruites par ailleurs en fait dans des circonstances normales, parce que trop de cellules perdues, donc il se dit bon bah tant pis, je vais garder quand même certaines cellules qui sont peut-être en fait qui ont été transformées par les UV. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes qui se stoppent de renouvellement cellulaire. Donc, on identifie moins les cellules cancéreuses, donc on les supprime moins, donc on leur laisse plus de chances de se répliquer. Et donc, le fait est que, oui, ma conclusion, c'est que, à mon sens, si on fait partie de ces personnes qui n'ont pas le choix du fait du mode de vie, du fait du travail, et qui passent énormément de temps en intérieur et que c'est impossible pour eux de passer du temps en extérieur, et que ces personnes décident d'aller s'exposer et de faire les crêpes, comme tu disais tout à l'heure, à Rio, et oui, là, effectivement, c'est absolument impératif de mettre de la crème solaire, je confirme. Les bénéfices dépasseront absolument tout le coût de la crème solaire. Maintenant, est-ce qu'il est sans doute préférable du coup d'augmenter son exposition au quotidien ? Pour ces raisons de sédentarité, pour ces raisons de cycle circadien, pour toutes les raisons qu'on a pu citer jusqu'ici, bien sûr. Et pour répondre à ta dernière question sur les lunettes de soleil, j'ai fait une petite parenthèse justement dans ma vidéo, parce que en fait, il y a un type de cellules qui ont un nom pas possible dans les yeux, mais moi j'adore leur histoire. C'est ce qu'on appelle les cellules mélanopiques intrinsèquement photosensibles. Et en fait, c'est des cellules qu'on a découvertes il y a seulement une vingtaine d'années, qui sont présentes dans nos yeux. Donc en fait, jusqu'ici, on pensait que dans nos yeux, on n'avait que les bâtonnets et les cônes dont tu parlais tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les bâtonnets et les cônes, c'est ce qui permet d'identifier... donc les cônes permettent de récupérer le rouge, le bleu et le vert, si je ne dis pas de bêtises. En fait, les bâtonnets, eux, ils vont... Non, d'ailleurs, je dis une bêtise. C'est les bâtonnets qui vont permettre de récupérer le rouge, le bleu, le vert, tandis que les cônes, eux, vont récupérer le contraste, donc la quantité de lumière disponible, et ça va permettre d'étirer les couleurs. Et finalement, d'ailleurs, visiblement, la vision humaine fonctionne mieux grâce à ça que par rapport aux cônes. Bref, toujours est-il qu'on s'est longuement posé la question de comment est-ce que l'œil était capable de signaler au cerveau quelle était l'heure de la journée par rapport à ça. Et en fait, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres cellules qui s'appellent les cellules mélanopiques intrinsèquement photosensibles, qui sont aussi tapissées partout sur l'œil, qui sont microscopiques, donc elles ont été très difficiles à identifier. Mais ces cellules, en fait, vont avoir pour unique but d'identifier la quantité de lumière bleue disponible dans l'environnement et lancer tous les processus dont je parlais tout à l'heure, soit de production de cortisol, de mélatonine. Mais visiblement, il n'y a pas que ça, parce que c'est un signal qui serait aussi employé pour savoir quand est-ce que le corps doit s'intéresser aux dégâts provoqués à la peau. Parce que c'est des études préliminaires, donc ça nécessite quand même plus de recherche, mais il est tout à fait probable en fait que les lunettes de soleil stoppent un signal employé par le corps pour savoir si notre peau est à risque. Parce qu'avec les lunettes de soleil, la lumière bleue est complètement annihilée ou presque. Et donc, potentiellement, en fait, on s'interdit à notre peau d'être protégée aussi.
Donc ça voudrait dire qu'en mettant des lunettes de soleil, on va faire moins de mélanine, donc moins de protection, on va Exa moins bronzer, et cetera? Par exemple, ouais, OK, tout à fait. incroyable. Ouais. Ça, je ne savais pas du tout. C'est fascinant. Donc je trouve vachement intéressant, cette méthodologie que tu as d'essayer de voir, quelle est la cause et le moment, historique où sont arrivées, certaines pathologies, modernes. Mmh. Il y a un sujet, d'attention, d'intérêt qui est de plus en plus, étayé, en tout cas aux États-Unis, qui, concerne, les huiles de graines, Ouais. que sont, l'huile de tournesol, l'huile de colza et cetera. Donc tout ce qui est pas, graisse, naturelle comme le suif de bœuf par exemple Mmh. ou huile d'olive. Donc ça, c'est plutôt des huiles de fruits. Ouais. Est-ce que tu as étudié, l'émergence, de ces huiles de graines, et selon certains scientifiques, elles seraient, la cause de la plupart des maladies de civilisation? Ouais, bah, c'était le premier sujet que j'ai traité sur ma chaîne, donc et d'ailleurs j'ai prévu de retraiter le sujet, avec, ma méthodologie du jour, à un moment dans le futur. J'aimerais beaucoup parce qu'il y a des façons, dont j'ai parlé du sujet qu'aujourd'hui je ferai totalement différemment. Donc encore une fois, c'était ma première vidéo, donc il y avait des choses à améliorer. Mais pour répondre à ta question, oui, clairement, je m'y suis, longuement intéressé. J'ai trouvé ça absolument fascinant parce que, en fait, quand on regarde à l'échelle de l'histoire, c'est extrêmement récent qu'on consomme ce type d'huile. Avant le 19e siècle, enfin à la fin du 19e, c'était virtuellement inexistant. En fait, c'était même considéré comme de l'huile impure qui était utilisée pour l'industrie, pour lubrifier ce qu'on voulait, mais c'était absolument impropre à la consommation. Et de toute façon, en fait, les procédés nécessaires pour transformer des huiles de graines en huile ingestible, c'est arrivé beaucoup plus tard parce que il faut qu'elles passent en fait un certain nombre de process pour arriver à être déjà ne plus avoir une odeur, mais aussi, il me semble, à retirer en fait tout le substrat, tous les composés qu'on peut retrouver en fait du fait des solvants qui sont par exemple utilisés pendant la fabrication. Euh, Effectivement, ça c'est un vrai sujet parce qu'en fait maintenant elles sont omniprésentes dans notre alimentation. Typiquement, tu vas dans un magasin, tu regardes n'importe quel emballage de nourriture, tu as une chance sur deux que ce soit disponible. Et c'est quelque chose qui ne désemplit pas, puisqu'en fait, il y a de plus en plus d'aliments qui sont remplacés avec ça. Alors, tu as tout à fait raison, il y a un certain nombre d'études qui montrent que in vitro, les oméga-6 sont assez problématiques parce ils augmentent l'inflammation. Par contre, tu as un très gros débat là actuellement, je suppose que tu n'es pas passé à côté, entre influenceurs, scientifiques et autres professions médicales, parce que vraiment, tu n'as pas de consensus qui est fait là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les preuves manquent sur l'impact in vivo, pour le coup, donc c'est-à-dire des oméga-6 dans le circuit. La méthodologie, enfin le circuit est logique. Par contre, on manque encore des preuves comme quoi les oméga-6 peuvent être problématiques. Pour moi, une des raisons probables à ça, c'est parce que, comme tu le disais, en fait, c'est omniprésent. Mais en fait, c'est omniprésent au point où même la viande aujourd'hui présente un taux d'oméga-6, je pense que tu es le premier à le savoir, qui est nettement plus élevé que ce que c'était initialement, parce qu'en fait, on leur fait manger de la nourriture eux-mêmes riche en oméga. Donc en fait, même sans passer par les huiles de graines raffinées, toute notre nourriture se retrouve excédentaire en oméga 6. Je fais une parenthèse là-dessus, moi je peux te le dire, je l'ai mesuré en labo parce qu'on fait nos propres tests en labo. Ouais. Sur du bœuf nourri à l'herbe, donc l'herbe est naturellement riche en oméga 3, on a un ratio qui est inférieur à 1 pour 2, donc 1 oméga 3 pour 2 oméga 6. Donc en général, on est à 1 pour 1,5, tu vois. Ouais. Sur du bœuf conventionnel, on est sur des ratios de 1 pour 15. En France et aux États-Unis, j'ai même vu, donc ça c'est pas moi qui fais les études aux États-Unis, mais des ratios à 1 pour 20, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Donc 20 fois plus d'oméga 6 Ouais. que d'oméga 3. Ouais, tout à fait. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, ça je trouve que les gens n'appuient pas assez, que ce soit de la communauté, des influenceurs, des scientifiques, des chercheurs et des professions médicales, c'est que ces huiles-là, une fois frites, sont hautement toxiques. Il y a juste absolument aucun sujet. Ça, c'est démontré à maintes reprises, d'autant plus que malheureusement, les restos qui font de la friture, généralement, réemploient l'huile plusieurs jours. Et là, tu augmentes... Donc c'est de l'huile de tournesol qui est pourrie, en plus c'est frit, et Exactement. en plus elle est réchauffée à haute température plein de fois. C'est ça, et en fait c'est une huile qui est hautement oxydable, donc tu te retrouves avec des composés, tout un tas d'aldéhydes en plus qui se retrouvent en circulation dedans, qui est réemployé, et c'est pour ça que sincèrement, à titre personnel, à chaque fois que je craque et que j'ai
le malheur de manger des frites dans ce genre de restaurant, tu peux être sûr que je suis au courant 2 heures après, quoi. Je le ressens moi-même au niveau de la digestion. Euh, L'autre sujet dont je voulais parler, c'est que clairement, il y a ce sujet du ratio dont tu parlais, où quand on observe en fait les populations d'êtres humains sur Terre qui ne sont pas encore occidentalisés, donc qui sont assez peu, effectivement, on retrouve cette histoire de ratio qui est plutôt de 1 pour 1 pour 2, voire 1 pour 3 dans les pires conditions possibles, quoi. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on navigue tous autour de 1 pour 10, voire 1 pour 20 pour certaines populations. Le fait est que tout le monde s'accorde à dire que les oméga 3, c'est en fait la meilleure graisse disponible pour tout le monde. Et donc, en fait, je trouve que dans le débat, il y a aussi quelque chose qui manque, c'est que certes, on n'a pas la preuve définitive que les oméga 6 en in vivo sont problématiques. Par contre, on sait que les oméga 3 sont positifs. Or, si tu consommes plus d'oméga 6, tu consommeras moins d'oméga 3 par définition. Et donc, rien que pour ça, à mon sens, il est déjà préférable, par principe de précaution, de réduire son apport en oméga 6, en tout cas c'est ce que je fais, et de privilégier l'apport en oméga 3. D'ailleurs, j'ai lu ce matin dans Le Monde de la Nutrition, tu vois, au début du magazine, il y a toujours 5 petites études, enfin, tu vois, des petits learning comme ça, d'études qui ont été lues. Et je crois que la stat, c'était 75 ou 80% de la population mondiale qui est carencée en oméga 3. Ok. À noter d'ailleurs que les oméga 3, pour le coup végétaux, donc, parce que tu vois, les marketeurs, ils sont quand même forts et donc ils te disent tiens, riche en oméga 3, etc. Et en réalité, les oméga 3 végétaux sont très très mal convertis Ok, je savais pas. en DHA ou EPA, donc qui sont les oméga 3 utiles pour le corps humain. Donc ceux que tu Donc, trouves dans les noix, par exemple. ouais, voilà, tout ce que tu trouves dans les graines de lin, dans Ok. les noix, les huiles, ces huiles, etc., soi-disant riches en oméga 3. En fait, déjà, d'une part, c'est faux. Donc, je te dis, le taux de conversion, il est de l'ordre de 3 à 5% à peu près. Ça Ok. dépend, il y a des variations génétiques, mais donc de 3 à 5%. Donc, non seulement tu peux pas couvrir tes besoins en oméga 3 avec ça, et en plus de quoi, euh, les oméga 6, eux, ils sont tout à fait utilisables. Donc, tu vois, parfois, tu regardes le ratio oméga 3, oméga 6 dans une huile de lin, par exemple, ou dans une huile de noix, et tu dis, bah ouais, le ratio, il est bien, tu vois. Mais en réalité, tu dois multiplier les oméga 3 par 0,05 pour avoir le vrai taux d'oméga 3 et le comparer à ton taux d'oméga 6. Et donc, en fait, enfin, voilà, c'est des huiles qui sont toujours déséquilibrées en faveur des oméga 6. Et les bonnes sources d'oméga 3, ça reste les protéines animales, principalement les petits poissons gras, les sardines, les anchois. Enfin voilà, il n'y a pas de Ok. débat sur le sujet. Et, euh, et d'ailleurs, ceux qui sont végétariens ou véganes, qui ne veulent pas manger de produits, enfin véganes plutôt, c'est une vraie problématique de réussir à trouver des complémentations en oméga 3 qui sont bien assimilées par le corps. Alors, il y a des marques qui font des compléments alimentaires à base d'algues Ok. qui semblent apporter suffisamment de DHA. Donc, en fait, il y a 3 types d'oméga 3, ALA, EPA et DHA. Ok. Donc, sur le DHA, et donc les deux utiles pour le corps, c'est l'EPA et le DHA. Sur le DHA, c'est possible de les avoir avec les algues. Et à ma connaissance, sur les EPA, la seule source alimentaire possible, c'est des huiles de poisson, Ouais. des poissons gras, où on en a dans le bœuf nourri à l'herbe. Mais bon, la meilleure source, ça reste quand même les poissons gras, quoi. Ok. Ok, intéressant. Et si on a quand même envie d'offrir des trucs, est-ce que tu penses que le air fryer qui est à la mode en ce moment, c'est une bonne solution? J'en ai aucune idée. Je vais être très franc T'as avec pas toi. étudié le Je truc? me suis pas du tout intéressé au sujet, donc je suppose que si par air fryer, ça veut dire qu'il n'y a pas le bain d'huile. Ouais, il n'y a pas de bien d'huile. Après, tu as quand même des produits de glycation parce que tu as une réaction de Maillard qui est liée à Ouais. une cuisson à haute température, qui est essentielle au fait de frire quelque chose. Mais Mais par au contre, risque de dire une très grosse bêtise, c'est jamais qu'un four compact, finalement. c'est une bonne question. J'en ai pas. Je ne connais pas assez bien le sujet. Je sais que c'est très, très. Enfin, c'est vachement à la mode, tu vois. À un moment, en fait, j'étais choqué. J'étais chez Cultura, un truc comme ça. Et tu sais, tu as les tables avec les présentations de livres. Ouais. Et la table était remplie avec. Il y avait que des livres sur l'air fryer, avec plein de recettes, etc. Je me suis dit, waouh, mais c'est un tel phénomène, quoi. C'est hallucinant. Mais pour être honnête, j'ai jamais essayé. Et Moi non plus. Désolé. Je non, c'est pourrais pas pas grave. te renseigner. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as découvert justement dans cette perspective de comprendre un peu comment la révolution industrielle avait modifié certains de nos comportements, nos habitudes de vie ou de consommation et périclité notre santé?
Ouais, celui auquel je me suis intéressé le plus récemment, c'est celui dont Alexandre Dana parle énormément, donc la sédentarité et plus particulièrement la posture assise. C'est quelque chose que j'ai trouvé absolument passionnant parce que jusqu'à ce qu'il m'en parle personnellement, je n'avais aucune notion en fait de. Alors je savais que la sédentarité était problématique, mais j'avais pas du tout idée à quel point la chaise elle-même était problématique. Et à quel point on devrait faire ce podcast debout, peut-être en se promenant dans la forêt. D'ailleurs, moi, je fais tous mes calls. Je te parlais de mes créneaux Ouais. de call l'après-midi. Et donc, je fais tous mes calls et mes meets en marchant. Excellent. Et comme j'ai 2 heures de call et de meet, ça me fait quasiment 2 heures de marche par jour en plus de mes entraînements. Ah, c'est hyper intelligent, c'est très logique en plus avec la façon dont fonctionne notre biologie, puisque un des gros sujets, c'est que notre cerveau fonctionne mieux quand on est en mouvement et visiblement debout. Donc clairement, je pense que c'est non seulement pertinent, mais en plus de ça, ça doit être agréable. Mais en tout cas, ouais, je me suis énormément intéressé à ce sujet. Et alors, plus ça va, plus dans mon contenu, je remonte au temps les plus anciens. Je trouve ça vraiment passionnant parce que le premier usage, en fait, la première chaise qui a été inventée sur Terre, c'est en Égypte antique. Et l'usage était très particulier. C'est qu'en fait, il y avait toute une iconographie du pharaon qui était en fait la connexion entre le ciel et la terre. Donc, le ciel était vraiment vu comme la toute-puissance et la terre, c'était la bassesse la plus totale. Les castes étaient organisés de cette manière-là. C'est pour ça qu'en fait, toute l'iconographie égyptienne est dans la hauteur. C'est pour ça que la pyramide était hyper importante pour eux, même si bon, c'était les mastabas à la base, mais en tout cas, il y avait toujours ce rapport de se rapprocher du ciel, et non pas parce qu'ils adoraient la mort, hein, en fait, ils adoraient la vie, ce qui est un peu l'opposé. Mais en tout cas, ils avaient toutes ces iconographies et c'est hyper intéressant parce que quand tu observes l'art égyptien de moins 4000 avant Jésus-Christ, avant l'ère moderne, tu réalises que les petites gens sont généralement représentés avec une posture impeccable, toute droite, en train de porter quelque chose sur leur tête, ou alors au sol. Tandis que les pharaons sont représentés tout voûtés sur une chaise. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Et les dieux, c'est la même chose. Et en fait, c'est la première occurrence historique. Alors là, du coup, je sais qu'il y a certaines personnes derrière leur téléphone ou leur ordinateur qui vont dire oui, mais est-ce que c'est pas le monde entier qui a fait ça? Et ben non, parce que typiquement, si on s'intéresse au Japon, le pouvoir était pas du tout lié à la hauteur, il était lié à l'espace. Et donc, typiquement, en fait, dans une cérémonie avec les plus grands représentants, par exemple le shogun, tout le monde était au sol, au même niveau, en tailleur. En revanche, c'était l'espace horizontal, donc c'était pas la verticalité, c'était l'espace horizontal qui primait. Donc comment en fait la pièce s'était organisée autour de toi. Et donc dans la culture traditionnelle japonaise, le rapport au sol est totalement différent parce que c'est pas du tout une bassesse, c'est normal. C'est pour ça qu'ils ont conservé en fait pendant très longtemps jusqu'à ce qu'ils se fassent occidentaliser de plein de manières différentes. Le fait est qu'en fait ils étaient très proches du sol. En permanence, ou en tout cas à varier les positions. Ils mangeaient au sol, ils dorment au sol. Et donc, en fait, ce qu'on repère, c'est que les Japonais, avant l'occidentalisation totale, en fait, ils présentaient une mobilité qui était nettement plus ample que ce qu'on retrouve, par exemple, en Europe. Le gros changement, en fait, qui a fait la différence, parce que même si, du coup, c'est l'Égypte qui a instauré ça dans le bassin méditerranéen, on retrouve quasiment la même chose en Grèce antique, puis en Rome antique. En réalité, les gens, le commun des mortels, continuaient de s'asseoir soit sur des tabourets, soit sur des coffres, soit sur des bancs, mais en tout cas, il n'y avait pas de dossier. Donc, on peut aisément penser qu'ils s'étaient amenés à bouger beaucoup et pas rester forcément assis sur place, parce que sans le dossier, ça devient quand même assez pénible assez rapidement. Et pourquoi? On peut se dire, est-ce qu'ils n'en avaient pas l'utilité? Non, c'est parce que faire une chaise, fondamentalement, c'est un exploit pour un être humain. C'est pas dans la nature, ça n'existe pas. T'as aucun moyen dans la nature de t'asseoir en position assise, c'est-à-dire avoir les pieds au sol et le dos adossé. Ça n'existe juste pas, à moins que tu trouves un arbre avec une forme vraiment super bizarre, mais à ce moment-là, tu vas en avoir un. Le fait est qu'en fait, une chaise, c'est un exploit de menuiserie. Il faut avoir une très bonne notion des outils, de comment en fait répartir les charges pour pas que ça bascule en arrière, comment tu mets le poids au bon endroit, comment tu rends la chaise aussi élégante, enfin bref, et comment tu maintiens les bouts de bois entre eux. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde est capable de
monter une chaise Ikea, mais à l'époque, c'était juste une poignée d'artisans maîtres qui étaient capables de faire cet exploit-là. Et en fait, ça s'est resté pendant des centaines, voire des milliers d'années, puisque jusqu'au Moyen-Âge, même en Europe, la chaise s'était vue comme un objet du pouvoir, parce que le mot chaise lui-même vient de cathédrale en latin, qui a donné plus tard cathédrale, mais qui à la base voulait dire la chaise de l'évêque, la cathédrale. Et donc aujourd'hui, typiquement la chaire, C-H-A-I-R, qui est donc la chaire de l'évêque, c'est a chair en anglais. Et en fait, tout ça, exactement, l'étymologie est tout à fait liée parce que la chaise était un objet de pouvoir. Et donc, ce que j'explique dans la vidéo, qui est absolument passionnant, c'est que les premières écoles dans le monde moderne sont apparues avec l'Église, qui justement avait la chaire de l'évêque. La chaire de l'évêque est devenue la chaire du professeur. Et en fait, la posture assise a très vite été associée avec le parcours académique et la connaissance. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, visiblement, tout indique qu'on apprend mieux en marchant et en se déplaçant, raison pour laquelle tu as des écoles de la forêt qui existent. Et en fait, le plus gros changement qui a eu lieu, c'est que l'école a pris évidemment une ampleur colossale avec la révolution industrielle. Et la révolution industrielle a permis deux choses. Déjà, une production abondante de ressources. Donc, on a fait un petit peu moins travailler les enfants dans les usines. Donc, finalement, il a fallu les mettre ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis à l'école. Et la deuxième chose, c'est qu'on a pu industrialiser un mobilier d'école. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, les bancs de l'école, puisqu'en français, on parle de retourner sur les bancs de l'école, en fait, tout est devenu littéralement des chaises. Et le gros problème avec ça, c'est qu'on nous a condamnés depuis l'enfance à la posture assise, parce que c'est l'autre partie de la vidéo, c'est que j'explique que malheureusement, plus tu utilises la chaise, plus elle t'appelle. C'est exactement le même principe qu'avec certaines substances addictives. C'est qu'au début, tu y vas parce que ça fait du bien, ça relâche. Mais le problème, c'est que ça entretient le problème. Parce que quand une chaise ne t'invite pas à travailler sur tes faiblesses musculaires, elle va justement prendre le relais. Et si tu continues ça pendant des années, en fait, les faiblesses musculaires vont s'accumuler. Et après, vont en découler tout un tas de problèmes, comme toutes les problématiques liées au dos, au bassin, même les genoux, qu'on retrouve aujourd'hui dans la population globale. Où globalement, absolument personne dans mon entourage n'a pas soit un problème au genou, soit un problème au dos, soit un problème de bassin, soit un problème de cou. Tout le monde a un problème et c'est en grande partie lié à la sédentarité, mais aussi à la posture assise prolongée. De toute façon, ça, c'est un peu le cercle vicieux lié au fait de moins t'en fais, moins t'es capable d'en faire, plus t'en fais, plus t'es capable d'en faire. Moi, je me rends compte que avec mes entraînements, ma vie, etc., j'ai 100 fois plus d'énergie que ce que j'avais avant et donc je suis capable de faire plus de sport et plus j'en fais, plus je suis capable d'en faire. Et à l'inverse, quand tu commences à être dans un cercle vicieux de fatigue, etc., plus tu t'es fatigué, plus tu te sens fatigué. D'ailleurs, c'est Guillaume Millet qui s'est beaucoup intéressé, c'est un chercheur qui s'est beaucoup intéressé initialement à la fatigue dans le sport avec sa théorie de la chasse d'eau, mais derrière il s'y est intéressé aussi au travail, dans des cas de fatigue chronique, etc. Et souvent il a montré que la meilleure façon de sortir de cet état de fatigue, c'était de se mettre en activité justement. Bien sûr. Et d'ailleurs de différencier la fatigue ressentie, perçue, psychologique de la fatigue réelle du corps. Ouais. Et donc voilà, et le fait de se remettre en mouvement, en fait, ça redonne de l'énergie. Et c'est amusant parce que ce que tu disais en évoquant le fait que plus tu utilises la chaise, plus elle t'appelle, Ouais. moi je remarque l'inverse aussi. C'est-à-dire que moi j'ai Ah un oui, bureau tout à assis fait. debout, je suis debout en général toute la matinée, je travaille debout. Après le repas du midi, j'aime bien être assis, mais j'ai un tabouret avec une base convexe, ce qui fait que... Parce que le problème, c'est que si tu t'assois sur un tabouret sans dossier, t'as vite des tensions, c'est pas très agréable. Ouais. Tandis que là, avec une base convexe, déjà, ça favorise le mouvement. Et puis en plus, ça te permet d'être un petit peu sur l'avant, tu vois, de Ouais. pas être droit. Et c'est une posture qui est beaucoup plus physiologique et qui évite d'avoir ces tensions dans le dos. Donc ensuite, je m'assois comme ça sur le tabouret. Après, je te dis, j'ai mes calls que je fais généralement en marchant. Après, je vais peut-être refaire encore un peu de tabouret. Et puis après, j'ai ma séance de sport, la promenade du chien. Et puis après, je prépare le repas, je suis encore debout. Et je vais être assis finalement, les 2 moments où je suis vraiment assis, les 3 moments dans la journée où je suis assis sur une chaise, c'est le midi quand je déjeune, le soir quand je dîne avec ma famille. Et puis le troisième, c'est éventuellement quand je m'assois sur mon canapé le soir si j'en ai envie. Mais souvent, je préfère m'asseoir par terre parce que comme ça me permet de travailler ma mobilité de façon passive en changeant les positions. Tu vois, je me mets en deep squat, je me mets en ZZ, sur les genoux, etc. Enfin voilà, et comme ça, naturellement, en lisant, en regardant la télé, je travaille ma mobilité, tu vois. Ouais. Et donc au final, j'utilise très peu la chaise. Ouais. Et ce qui fait que, quand les quelques fois où j'ai pris l'avion, ou alors si je dois aller au cinéma regarder un film, tu vois, en plus maintenant les films ils durent de plus en plus longtemps, Ouais. je commence à me sentir pas bien, j'ai des fourmis dans les jambes, etc. Je ressens le besoin de me lever, quoi. J'arrive pas à rester Ouais. 2h30 derrière un film
assis sur une chaise. J'ai tellement peu l'habitude de rester aussi longtemps assis que pour moi, au bout d'un moment, ça devient une torture. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ce que tu viens de dire m'a rappelé, ça m'a fait faire un flashback, ça m'a débloqué un souvenir. Parce qu'en 2023, j'ai fait un jeûne, d'une semaine, donc je me suis pas mis à table pendant une semaine. Et il y a un truc qui m'avait qui m'avait vachement marqué, c'est que quand j'ai recommencé à manger, je me mettais par terre. C'est très bizarre, mais je m'installais avec la table basse en tailleur et j'avais pas du tout envie de manger à table. Et du coup, je me demande si c'est purement anecdotique, hein, mais je me demande si c'est pas lié parce que j'avais effectivement perdu un peu l'habitude et donc ça m'intéressait pas, comme tu disais. En fait, moins tu l'utilises, moins tu as envie de l'utiliser peut-être. Et d'ailleurs, pour terminer sur les anecdotes là-dessus, il y a pas longtemps, ma fille aînée de 5 ans, elle me dit qu'elle a plus trop envie d'aller à l'école. Et puis moi, je lui dis, bah pourquoi c'est ta maîtresse, tu l'aimes pas? Et puis elle me dit, si, si, je l'aime bien. Et puis je lui dis, bah c'est les activités que vous faites, quoi, c'est les mathématiques, ce machin. Et puis elle me dit, si, si, j'aime bien, mais on doit rester assis toute la journée. Et moi, j'aime pas être assise toute la journée. Ah, c'est dingue. Et tu te rends compte qu'elle a 5 ans, hein, mais tu te rends compte que voilà, c'est anti-physiologique de passer son temps assis. C'est absurde. Et voilà, et après on dit que ton enfant il est hyper actif si il tient pas assis. Bon, Ouais, ma ouais. fille elle est obéissante entre guillemets, donc elle reste assise quand même, tu vois. Mais il y a d'autres enfants, je connais j'ai des amis qui en plus qui sont un peu dans notre mood, donc potentiellement les enfants sont peut-être enfin, plus en mouvement, tu vois, naturellement, et donc ont peut-être plus besoin de mouvement. Et en fait, ils ont du mal à rester assis, et donc Ouais, ouais. on leur fait des mots, etc. En mode c'est pas normal, tu vois, alors que c'est l'inverse qui devrait pas être normal. Et ton jeune, alors, t'as trouvé que c'était une chouette expérience? T'as vu des améliorations en termes de santé, de digestion, de décharge émotionnelle? Quelque chose que tu as envie de réitérer? Au final, c'est plutôt. Ah, je veux absolument le refaire. Depuis que je l'ai fait, je veux le refaire, mais j'ai malheureusement pas pris le temps depuis. Mais ouais, à titre anecdotique, ça a été assez transformateur pour moi. Bah, déjà, c'était un très beau challenge parce que bah, j'avais jamais fait ça. J'avais littéralement jamais arrêté de manger plus d'une journée, quoi. Mais surtout, j'ai découvert tout un tas de choses, notamment mon rapport à la nourriture a énormément changé suite à ça. Parce que le premier truc que j'ai mangé après une semaine, c'était une fraise. Et je crois que j'ai fait de la pleine conscience en fait, maintenant que j'y pense, j'ai dû faire de la pleine Tu conscience m'étonnes. avec la fraise parce que littéralement j'ai pris 2 minutes à la manger, à essayer de... Et ça m'a vachement fait me questionner en fait sur comment j'ingérais la nourriture avant parce que, alors je vais pas mentir, j'ai encore tendance à le faire, c'est peut-être mon mode par défaut, mais j'avais tendance à manger très rapidement quoi. Plus j'en ai, Hmm. plus c'était bon, alors que bah, là ça m'a poussé justement à remettre ça en question. Mais surtout, en fait, moi j'ai toujours eu des gros soucis intestinaux aussi à l'époque. Alors quand je repense à tous les soucis que j'avais avant, franchement, ça me paraît invraisemblable. Mais le fait est que j'avais des problèmes de digestion permanents. Sur absolument quasiment tout. Alors clairement, j'ai revu l'intégralité de mon alimentation, mais pour moi, ça a été assez salvateur. Ouais. Justement, je suis en train de commencer le travail sur les flores. Donc ma prochaine vidéo, ce sera sur la flore buccale, mais je m'intéresse aussi à la flore intestinale, donc les colonies de bactéries qui nous peuplent. Et je suis assez convaincu de l'intérêt du jeûne pour justement permettre en fait au corps enfin en tout cas à ces colonies de retrouver une densité qui est plutôt cohérente avec ce qu'on devrait tous avoir. Peut-être aussi que ça décuple le nombre de bactéries disponibles parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui on a perdu, je crois, la moitié des bactéries qui étaient initialement présentes dans notre flore intestinale. En tout cas, je présentais avant ça tous les symptômes de l'intestin poreux. C'est-à-dire que quand je mangeais, j'avais des réactions inflammatoires de la peau, je me sentais mal, je devais attendre en fait un petit bout de temps pour que ça passe. Et en fonction des nourritures, ça pouvait être 10 fois pire. J'avais des maux de tête aussi qui pouvaient se créer. Et depuis, alors encore une fois, j'ai complètement modifié mon alimentation au même moment. Mais en tout cas, depuis, j'ai absolument plus ça. Donc, Bah écoute, non, moi ça me semble cohérent parce que j'ai fait un jeûne de 5 jours l'année dernière, ouais. notamment, tu vois, j'avais fait un ultra trail en autonomie dans le désert, et en revenant, bon, ça allait, j'avais plutôt bien récupéré, mais tu vois, d'un point de vue digestif, je sentais que c'était quand même pas, enfin, c'était pas catastrophique, mais Ouais. mes caca, ils étaient pas tous très beaux, quoi. Ouais. Mais sans être dramatique, tu vois, Bien c'était pas sûr. non plus alarmant, quoi. J'avais pas des gros symptômes, mais bon, quand même.
Et j'ai fait ce jeûne de 5 jours et ça m'a fait une sorte de reset. Et après, ma digestion a été repartie nickel. Mes Ouais. caca, ils étaient tous parfaits, etc. J'ai trouvé ça incroyable. Ah bah, Et sincèrement, j'aimerais en faire une occurrence annuelle parce que je pense que c'est pour ça. Et puis de toute façon, ça a un peu disparu du débat public, mais il y avait quand même énormément de recherches qui montraient des signaux extrêmement positifs sur la longévité et Bien le sûr. traitement de tout un tas de pathologies. Donc, Et justement, tu vois, tu mentionnais le fait que tu n'avais pas forcément le temps pour le faire. Et c'est vrai que je trouve que ça demande quand même un engagement parce ouais. que tu as moins d'énergie, tu peux pas t'entraîner comme tu veux. C'est dur de travailler aussi en étant aussi concentré que d'habitude. Enfin, moi, je trouve c'est difficile dans un C'est contexte clair. social parce que si tu dois préparer à manger à ta femme ou à tes enfants, je prends mon cas évidemment, mais voilà, ben, Ouais, c'est dur. Donc je c'est trouve clair. que si tu veux faire un vrai jeûne, c'est quand même bien de pouvoir t'isoler pendant une semaine. De Et en plus, tu en profites aussi pour avoir une sorte de décharge émotionnelle, de vider un petit peu tout. Tu vois, tu parlais de ta semaine dans le désert en mode dopamine détox, sans téléphone et tout. Je pense que c'est intéressant d'avoir ces moments aussi pour ralentir. On est toujours en train de se nourrir de nourriture, mais aussi d'informations, de podcasts, de lectures, de plein de choses, de Exactement. conversations, etc. Et ça n'arrête pas. Et diminuer un peu ce bruit, je pense que c'est quelque chose d'utile. Et en même temps, moi, de façon très, 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 très sincère, tu vois, dans la liste de mes priorités, bah, je préfère aller faire un ultra trail de 5 jours dans un endroit fou qui va mettre. Enfin, pour moi, c'est une aventure exploratoire, géographique, mais aussi physiologique, physique, et au niveau de ma conscience, tu vois, et qui mène à chaque fois à une forme de transformation, on va dire, Ah ouais? intellectuelle de ma vision de la vie, des choses, etc. Je pourrais pas te Et dire, j'en ai d'ailleurs, pas fait. quand j'ai des discussions parfois avec des gens qui méditent beaucoup, on voit plein de similitudes. Ah, Alors, ça m'étonne c'est pas assez par contre. amusant, quoi. Je pense que la fatigue, le fait que ce soit cyclique, le fait d'être complètement déconnecté de tout, etc., te permet de retourner à un état plus basal, plus primaire, de Ouais. diminuer la charge de contrôle du mental pour tomber dans un système peut-être plus limbique aussi, plus connecté à tes émotions. Enfin bref, il y a des choses qui se passent. Donc je préfère faire ça. Et si je fais pas ça, étant donné que je travaille beaucoup le reste du temps et tout, Mmh. et ben, le peu de temps que je vais avoir, si je pars déjà une semaine pour aller faire mon truc, ben, la deuxième semaine de vacances que je vais prendre dans l'année, je vais avoir envie de la passer avec ma femme et mes filles, tu vois, et pas de partir faire un jeûne, tu vois. Faut peut-être prendre Donc, une troisième semaine du coup. donc voilà, j'ai besoin d'une troisième semaine. Non, mais voilà, mais je veux dire, dans ma liste de priorités, c'est pas, même si je vois tous les intérêts, c'est pas en haut. Mmh. Et donc j'ai trouvé, je te raconte ça pour introduire un autre concept, parce que je sais que c'est un raccourci, tu vois. Je sais que c'est un raccourci, mais si la finalité, c'est juste l'aspect physiologique de reset du système digestif, d'activation des systèmes d'autophagie Ouais. qui sont liés à la longévité, etc., j'ai trouvé un hack que je trouve pas mal. J'en ai entendu parler la première fois par Nick, qui a un PhD d'Harvard, qui a vraiment, enfin, qui je trouve, je suis abonné à sa newsletter et il décortique des études scientifiques de façon C'est régime cétogène. très profonde, ouais aussi. OK. Mais non, mais après franchement, il est assez, enfin je trouve qu'il est très nuancé dans ses propos et puis surtout, enfin, il s'intéresse plus qu'à l'étude, à toute la physiologie qu'il y a derrière et au OK. principe du vivant plutôt que juste aux conclusions d'une étude, tu vois. Mmh. Hem et donc il a parlé du jeûne à la sardine et il y en a OK. d'autres, et donc après j'ai découvert qu'en fait c'était pas le seul à en parler. Il y en a d'autres qui l'ont testé, qui en ont parlé et donc l'idée, il faut calculer en fait le nombre de boîtes que tu peux manger, par jour par rapport à ton poids de corps. OK. Mais l'avantage de la sardine, c'est que tu as un peu de protéines, ce qui te permet de conserver ta masse maigre et cetera. Ouais. Tu as un peu de graisse, et notamment d'oméga 3, j'y reviendrai, qui, t'apporte quand même un petit peu d'énergie, Mmh. mais 0 glucides, mais vraiment 0 grammes de glucides. Donc, tu es en full cétose, OK. cétose profonde, vraiment. Tu es quand même en déficit calorique et protéique parce que donc moi, par rapport à mon poids corporel, je crois que je dois manger 3 boîtes par jour, 3 ou 3,5 boîtes par jour. Ça fait l'équivalent de 650 calories sur la journée. Ah Alors oui! normalement, j'en mange 3000, tu vois? Ah oui, c'est drastique. Donc voilà, donc tu es quand même en mode un peu jeûne, Ouais, jeûne mimétique, on va dire. tout à fait. Donc, tu as les avantages des oméga 3 parce qu'évidemment, comme tu manges que des sardines, tu as un taux d'oméga 3 qui explose. Donc, tu as ces processus anti-inflammatoires qui sont intéressants, Génial. couplés au jeûne parce que voilà, justement, tu es un peu dans cette régénération et cette éteinte, on va dire, des mécanismes inflammatoires de ton corps. Il y a une hormone, donc j'ai oublié le nom, ça commence par un F, qui est sécrétée en gros pendant le jeûne. OK. Et donc ça a été mesuré dans le sang. Et donc elle est sécrétée aussi pendant ce jeûne mimétique à la sardine. Et c'est l'hormone en gros qui active les sirtuines,
qui active l'autophagie, etc. Et donc tous les systèmes, en gros, qui associent le jeûne à la longévité. Ok. Donc tu as les avantages santé et longévité. Tu as ce reset quand même du système digestif parce que tu manges pas grand-chose. La muqueuse intestinale, elle est pas trop sollicitée, elle est plutôt au repos, etc. Et malgré tout, je trouve que tu as suffisamment d'énergie pour continuer à travailler, pour continuer à t'entraîner. Alors, tu vas peut-être pas faire les entraînements les plus intenses qui soient, Non, mais c'est important. mais tu arrives à faire... Enfin, moi, j'arrive à faire mes séances de sport. Ouais. Lui, Nick, il a été un peu extrême. Il a fait pendant 1 mois. Pendant 1 mois, il a continué à s'entraîner en muscu. Il avait fait son max de traction et développé couché avant. Et à la fin du mois, il n'avait pas perdu en force. Il arrivait à faire la même chose après 1 mois, quoi. C'est quand même assez dingue. Ça, si je ne m'abuse, c'est hyper important justement pendant un jeûne mimétique ou pas que justement l'activité physique, alors pas forcément au même niveau, mais qu'en tout cas elle soit bien présente pour justement inviter, si j'ai bien compris, le corps à recycler les protéines les moins utiles versus ton muscle, quoi. Effectivement, j'avais entendu un expert du jeûne mentionner ça, mais c'est pas toujours facile, tu vois, quand tu te sens vraiment fatigué et que tu manques d'énergie. Donc là, je trouve qu'avec le jeûne à la sardine, ça marche bien. Ok. Donc voilà, donc la façon dont moi je l'ai implémenté, c'est que lorsque j'ai un jour off dans la semaine où je m'entraîne pas, j'en profite, tu vois, moi je mange que 2 fois par jour, le midi et le soir. Donc je fais ces 2 repas plus celui du lendemain midi, donc ça me fait à peu près, on va dire, 48 heures de jeûne mimétique. Ok. Comme ça. Ça, c'est une première façon dont j'intègre. La deuxième, c'est quand je suis en déplacement, tu vois, genre là, je suis à Paris, mais quand je prends le train, par exemple, mon repas du midi dans le train, c'est une boîte de sardines. Incroyable. Et comme je petit déjeune pas le matin, ça fait comme si j'avais, entre guillemets, 24 heures de jeûne mimétique. Et mon projet, c'est après une grosse course, tu vois, genre un ultra-trail sur 5 jours, peut-être, tu vois, de le pousser 3, 4, 5 jours pour avoir un vrai reset, pas juste la semaine d'après, parce que là, je suis dans une phase de reconstruction de mon corps, tu vois. Il y a déjà un stress qui a été important avec un déficit calorique qui est lié à la course, mais peut-être 2-3 semaines après. J'ai pas encore repris vraiment un entraînement intense, donc c'est suffisamment low pour pas nécessiter un besoin de carburant trop important. Et en même temps, j'ai suffisamment récupéré de mon effort pour que ce stress, parce que malgré tout, un jeûne, c'est une forme de stress pour le corps, soit pas trop impactant. Donc voilà, donc j'ai découvert ça. Je trouve que c'est vraiment super chouette comme outil, très facile à utiliser. Tu m'as piqué, là, je crois que je vais me renseigner sur et ce voilà, sujet. par contre, tu n'as pas le côté émotionnel. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est pareil qu'un jeûne. Tu vois, je Bien pense sûr, que dans non, le jeûne, il y a un c'est tout à fait côté différent. émotionnel, de rapport à la nourriture, etc., qui est hyper intéressant. Et donc voilà, il faut quand même considérer le fait que c'est un hack et un raccourci, mais je trouve qu'il est intéressant. Trop bien. Je connaissais pas du tout et je trouve que ça me semble pertinent pour tout un tas de raisons. Ok, si tu veux, je te partagerai l'étude et puis Avec plaisir, ouais. les éléments qui la sous-tendent. J'en ai parlé dans ma newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma super newsletter, C'est le moment. elle sort 2 fois par mois. Je partage un peu mes réflexions, mes expériences, les choses que j'ai découvertes, mes inspirations, les podcasts que j'ai écoutés, que j'ai aimés, les livres. Voilà, et je vends rien. Il n'y a pas de spam parce qu'il n'y en a que 2 par mois. Et puis, je les écris vraiment à la main, sans intelligence artificielle. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous suivez le podcast, à vous y abonner. Je te propose de terminer ce podcast par un petit takeaway. S'il y avait 2-3 key points, 2-3 trucs que les auditeurs peuvent emporter avec eux, qu'on a évoqués dans cet épisode, ou des choses complémentaires dont on n'a pas parlé, mais par contre des choses vraiment activables dans leur quotidien qui peuvent, selon toi, changer leur niveau de vitalité pour une vie pleine et épanouie. Allez faire un tour sur lucky.co. Non, plus sérieusement, clairement, les key takeaways, ce serait premièrement de réduire au minimum possible la lumière bleue à partir du moment où le soleil est couché, en tout cas en fin de journée et 3 heures avant d'aller dormir. Ça serait le premier. Le deuxième, ce serait justement cette invitation là, à réfléchir, à essayer de comprendre en fait les choses de manière systémique. Moi, je suis assez partisan du fait que notre objectif à nous, c'est plutôt d'inviter les gens à faire leur propre réflexion plutôt que de leur donner justement des takeaways en mode prescription. Je trouve que tout l'intérêt, c'est que ils puissent en fait formuler leurs propres opinions et faire leurs propres tests et adopter en fait la méthode scientifique pour eux-mêmes. Et le troisième point, ce serait clairement, je vais tester ce régime à la sardine. C'est sûr, ça m'intéresse trop. Cool. Écoute, merci pour ton temps. Je mettrai le lien de ta chaîne. Je mettrai le lien de ta chaîne dans les notes de l'épisode parce que elle est vraiment super. Je trouve que j'adore ta méthodologie et cette idée de justement, tu vois, tu parles de développer l'autonomie de pensée des gens. L'autonomie de pensée, elle se base sur des principes, et enfin, tu vois, je pense qu'en matière de nutrition, par exemple, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que personne n'est capable de dire quel est le régime idéal pour la santé humaine. Ouais. Toutes les études peuvent te montrer que la viande rouge, c'est la meilleure chose qui existe pour la santé.
et d'autres études peuvent te montrer que c'est la pire chose qui existe pour la santé. Tout à fait. Et cet exemple, il est vrai pour n'importe quel aliment. Et d'ailleurs, si tu écoutes les études, tu vois, tu as telle étude qui te montre que manger, je sais pas, 5 grammes de noix, ça augmente ton espérance de vie de machin. Et donc, en suivant ça, tu pourrais te dire, tiens, j'ajoute une noix par jour, j'ai gagné 3 ans, je vais ajouter tel truc, je gagne 10 ans, machin. Tu mets tout bout à bout. Et en fait, tu te retrouves à vivre 250 ans parce que tu as ajouté 3 noix, que tu as supprimé ton hot dog et ta bouteille de coca, et puis que tu as mangé un peu de tofu. Enfin, c'est absurde, tu vois. Ouais. Donc, par contre, c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus intéressant et porteur de sens de s'intéresser à notre évolution. Comment est-ce qu'on a vécu toute une partie de notre vie, comment on a évolué et quels ont été des patterns de disruption dans cette courbe évolutive qui ont pu montrer un changement et qui peuvent expliquer certaines pathologies. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est les principes du vivant, tu vois, la physiologie. Ça, c'est toujours vrai. Si on dit que tel aliment, il est mauvais, par exemple, ou que telle habitude, elle est mauvaise, quel est l'aspect physiologique? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps qui peut expliquer et sous-tendre cette explication, plutôt qu'une étude épidémiologique qui dit tiens, on a étudié 1 million de personnes et puis on s'aperçoit que ceux qui mangent plus de tofu, en réalité, ils vivent plus longtemps. Ouais. En réalité, est-ce que c'est vraiment le tofu ou est-ce que c'est toutes leurs Mode de habitudes vie par lié au ailleurs tofu, ouais. qui vont avoir joué, tu vois? Tu peux pas le savoir, surtout sur des cohortes aussi grandes. Donc les études épidémiologiques, ça peut donner des indices, des idées, mais Ça permet de former des hypothèses. mais voilà, c'est à peu près tout. Mais voilà, c'est pas terrible, tu vois. Mm. Donc, si le tofu, il te permet vraiment de vivre 10 ans de plus, qu'est-ce qu'il y a dans le tofu qui peut te permettre d'y arriver? Quelle cohérence ça a avec notre compréhension de la physiologie humaine? Oui. Et donc, je trouve que ta chaîne, à cet égard, est très intéressante parce que à la base, c'était pour parler de ça. Et donc voilà, parce qu'il y a plein de chaînes YouTube qui, au final, sont du divertissement qui t'apportent pas grand-chose d'intéressant. J'ai l'impression que tu passes quand même beaucoup de temps à sourcer, à faire tes recherches et tout. Donc, je consomme pas beaucoup de contenu YouTube pour être honnête, mais je trouve que ton contenu est top. Merci beaucoup. Donc voilà, donc je mettrai tous ces liens et puis liker évidemment. Pour l'instant j'ai que 3 ampoules. Tu m'as convaincu d'en rajouter dans ma salle de bain, mais pour ça faut que je vois comment j'adapte ça aux lumières de ma salle de bain. Donc peut-être que je vais devoir attendre les nouveaux produits qui vont sortir. Je regarderai ça avec Génial. intérêt. Merci beaucoup, Geoff. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.